Donc voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous donc Radio Pléiade. Nous sommes le lundi 7 mars et non, l'événement n'a toujours pas eu lieu et non, nous sommes toujours des otages au sein de la matrice. Mais peut-être que ceci se terminera bientôt, peut-être, espérons-le et on fait tout pour. Donc voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux venus, bienvenue aux habitués. Alors ce soir, on va, comme annoncé en fait, on va vous parler de la dernière mise à jour, donc de situation planétaire du contacté Cobra, et qui est paru déjà il y a un certain temps, qui se focalise bien sûr sur la question ukrainienne, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et alors voilà, c'est guerrier, c'est un contexte guerrier, mais vous pourriez me dire, mais on va pas parler d'énergie, de méditation, de machin, de cela. Mais en fait, vous le savez, hein, vous qui êtes auditeur de Radio Pléiade, vous savez que tout est lié et on va essayer justement de comprendre pourquoi et comment. Alors ce soir en co-animation, donc nous avons Eric et Sandrine. Sandrine, un petit bonjour à notre auditoire. Bonjour à tous et bonjour André, merci Hervé. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue. Eric, un petit bonjour. Eh bien, bonsoir à tous, à toutes, bienvenue aussi. Et ouais, n'hésitez pas à être interactif, c'est une petite mise à jour, mais qui peut partir très loin dans le temps aussi, comme Hervé nous expliquera. Ouais, je ne sais pas si je saurais bien l'expliquer, mais on va essayer effectivement de remonter un petit peu dans le temps. Donc, et puis on attend, comme l'a dit Eric, on attend de vous en fait de l'interactivité, de voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. C'est intéressant d'en discuter. Voilà. Donc, alors pour les annonces habituelles, on a la session anglophone de dissolution des implants qui aura lieu le 9 mars. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui la suivent. Sinon, il y aura la session de dissolution des implants donc francophone le 16 mars, donc le mercredi de la semaine prochaine, avec le soutien des chambres à tachyon. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Alors, on a constaté que vous étiez un petit peu moins assidus quand il n'y avait pas de chambre à tachyon, puisqu'on a fait, voilà, moi je suis venu par curiosité à la séance de la semaine dernière et j'ai constaté qu'il y avait quand même 2 fois moins de personnes quand il n'y a pas le soutien des chambres à tachyon. Donc, mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez la semaine prochaine, mais sachez quand même que le travail compte avant tout avec ou sans le soutien des chambres à tachyon. Et on remercie d'ailleurs André donc pour assurer cette prochaine session donc le 16 mars. Et sinon pour la suite des annonces, donc nous avons aussi le marathon spirituel, donc qui aura lieu, notre prochain marathon spirituel, le 26 mars. C'est un samedi, c'est le soir, vraisemblablement, oui, ce sera à 20h30. Alors, j'ai pas encore fait de publication pour l'annoncer, mais ce sera vraisemblablement l'horaire. On démarrera un petit peu plus tôt que d'habitude, hein, vous le savez. Et on aura bien évidemment le soutien des chambres à tachyon pour ce marathon spirituel. Alors, le marathon spirituel, c'est quoi? C'est un enchaînement d'exercices spirituels. Donc, vous n'êtes pas passif, hein, vous n'écoutez pas une canalisation ou bien une astrovoyance d'un nouveau genre, comme on en voit beaucoup justement sur Internet. Non, là, vous bossez, vous travaillez, vous faites des exercices spirituels. On les fait dans un certain ordre, avec une certaine logique, avec des supports, mais aussi en live. Et je peux vous dire que c'est très, très puissant. Donc, si vous n'avez jamais essayé, on vous invite cordialement à venir le faire. Voilà, ce marathon spirituel le 26 mars. Notez ça bien dans vos agendas. Voilà. Alors, une autre petite annonce aussi, alors qui peut-être vous décevra, mais bon, il y a encore pas mal de choses en réflexion derrière le rideau, on va dire, côté Radio Pléiade, pour voir quelle suite à donner à tout ça. Donc, je vous avais dit qu'on était on était passé en mode irrégulier en fait sur Radio Pléiade, mais en l'occurrence, on va aussi temporairement, on va arrêter les afters. Radio Pléiade, on va dire, attraper le Covid, on va dire ça comme ça, pour dire les choses. Et voilà, une bonne quinte de tout, il faut que ça passe, et après ça ira mieux. Donc on essaye de voir comment donner une suite à tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce soir, donc il n'y aura pas d'after. Donc si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à le faire
pendant l'émission, pendant cette phase enregistrée. Et on verra justement, on réfléchit peut-être créer justement une autre instance, peut-être, pourquoi pas, pour sous la forme plutôt d'un groupe de soutien pour ceux qui souhaitent justement se retrouver de façon régulière et discuter ensemble. Mais sur Radio Pléiade, on va rester plutôt sur des séquences enregistrées, et on va pour le moment, on va arrêter donc le mode after. Donc voilà, ça c'était pour les annonces. Je pense que j'en ai terminé. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. Donc, bienvenue à tous, bienvenue aux 80 personnes qui sont présentes sur le salon. Donc voilà, donc nous avons depuis quelques jours, depuis le 1er mars, face à nous, donc cette dernière mise à jour de situation planétaire du Contacté Cobra qui nous parle de guerre et paix. Guerre et paix, comme ce fameux roman de Tolstoï que vous avez peut-être lu, en français ou en russe, puisque son auteur est russe. Un long roman passionnant, mais finalement qui redevient d'actualité, guerre et paix. Il y a eu beaucoup de guerres et beaucoup de paix sur ces territoires. Et on va reparler justement, on va remonter un petit peu le sens de l'histoire par rapport à ça. Donc, je vais commencer justement. Alors, moi, je vous invite vraiment à intervenir pour poser vos questions, faire vos remarques. N'hésitez pas à le faire. On n'a pas énormément de choses à dire par rapport à cette mise à jour. Enfin, si, on en a, mais c'est surtout les interactions et les échanges entre vous qui peuvent être intéressants. Alors, on commence. Donc, vous pouvez lire un peu d'explications sur les causes du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine dans mes articles précédents. Voilà, ça commence bien. Donc, Cobra commence cette mise à jour de situation sur la guerre en Ukraine par des vieilles publications donc qu'il a émises en 2014 et en 2015. Et on va justement en examiner une en particulier qui est celle de 2015. 2015, en fait, donc c'est du 19 octobre 2015, si vous souhaitez la retrouver. Donc ça s'appelait Guerre galactique par procuration en Syrie. Mais alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la Syrie? Ben, il y en a un justement, on va le voir. Donc à l'époque, donc voilà, il parlait déjà du nettoyage du groupe Chimère, le nettoyage des sbires des chimères qui sont les dracos et les reptiliens. Et il était important à l'époque de comprendre déjà en 2015 que les Khazars sont en fait, donc c'est ce peuple justement de cette zone, Caucase-Ukraine, sont en fait des dracos qui sont venus sur la planète Terre à la fin de la période Atlante par le portail du Caucase et ont continué à se réincarner dans des corps humains. Le portail du Caucase était également le principal point d'entrée de la caste des esclaves guerriers reptiliens qui sont venus sur la planète Terre dans des corps humains à l'époque Atlante et plus tard pendant la période néolithique à travers l'invasion Kurgan. Alors, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire, je le répète, faites travailler votre discernement par rapport à toutes les informations qui vous sont diffusées dans ce Radio Pléiade. Bien évidemment, nous ne prétendons pas détenir la vérité, nous ne prétendons pas d'ailleurs non plus que Cobra détient la vérité, nous n'adhérons pas forcément à tout ce que dit Cobra, nous partageons de l'information qui nous semble pertinente et à vous d'en faire bon usage. Voilà. Donc nous parlions des Khazars qui seraient donc des dracos incarnés dans des corps humains qui sont venus notamment par le portail du Caucase. Donc le Caucase, c'est juste à côté de l'Ukraine. Hein. Je pense que vous connaissez votre géographie. Et alors les Pléiadiens donc et les races alliées ont toujours soutenu la population de la Terre dans leur lutte pour la liberté contre la suppression donc de ce complexe chimère draco-reptilien. Les peuples slaves, en particulier les Russes, étaient généralement assez ouverts au conseil et au soutien des Pléiadiens. Et d'ailleurs, moi, ça me fait toujours, quand on parle de ça, ça me fait toujours penser à Rudolf Steiner. Vous connaissez cet occultiste qui, dans ses conférences, justement, a parlé du rôle particulier du peuple slave à la fin des temps. Alors, il faudrait que je retrouve le texte pour retrouver les termes, mais en tout cas, voilà, il dit lui aussi que le peuple slave jouera un rôle clé et positif dans la fin des temps. On va voir. Pour l'instant, les méchants, c'est les Russes. En tout cas, c'est ce qu'on comprend dans les médias classiques. Mais on va voir que c'est peut-être pas aussi simple que cela. Alors, donc les peuples slaves, en particulier les Russes, étaient généralement ouverts au conseil et au soutien des Pléiadiens. Donc je suis toujours sur cette mise à jour de 2015 en l'occurrence, hein, pour
clarifier cette mise à jour récente. Kievan Rus, donc un personnage de l'époque, sous le commandement militaire de Sviatoslav Ier de Kiev. Tiens, Kiev, ça vous parle? Donc la capitale de l'Ukraine, bien évidemment, a détruit l'État khazar vers l'an 965. Et vous pouvez aller consulter la fiche Wikipédia de Sviatoslav Ier de Kiev si ça vous intéresse. Si vous vous intéressez justement dans les liens justement qu'il peut y avoir entre l'histoire occulte et l'histoire officielle. L'histoire officielle étant bien souvent occultée et l'histoire occulte oubliée. Ce fut donc le début d'une longue animosité entre les Khazars et les Russes. Depuis lors, les Khazars étaient sans leur patrie d'origine et ont perdu le contrôle du portail du Caucase. Voilà. Et alors, dans cette publication de 2015, Cobra était plus focalisé sur la Syrie, puisque c'était le point brûlant à la surface de la planète à l'époque, la Syrie donc. Et il disait à l'époque, donc les Pléiadiens et les races alliées, positives, soutiennent désormais Poutine dans sa mission de débarrasser la Syrie des mercenaires de l'État islamique, etc., etc. Donc de nombreux otages pléiadiens ont été secourus. Bon, vous connaissez l'histoire. Et les chimères ont toujours voulu reprendre le portail du Caucase. Et c'était, alors il parlait à l'époque justement des forces tchétchènes. Les Tchétchènes, hein, vous savez, c'est au pied du Caucase. Hein, c'est pas très loin de la Crimée hein, non plus. Donc, et c'était la raison occulte donc de l'implication des forces tchétchènes dans la situation syrienne à l'époque. Bon, bref, on voit qu'on est toujours autour de la mer Noire, autour de la mer d'Azov. On est toujours dans le même secteur, et on sent bien que il y a quelque part, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais, hein, vous nous direz ce que vous en pensez, mais l'excitation de cette zone en particulier, elle a été préparée de longue date hein, déjà, notamment à travers le développement de ces factions nazies, on reviendra dessus tout à l'heure, mais cette agitation est quelque chose de voulu pour justement travailler négativement sur le vortex du Caucase, et c'est aussi une vengeance et un écho justement à l'histoire occulte qui se répète par rapport à l'expulsion khazare de cette zone par donc Sviatoslav Ier de Kiev de l'époque. Donc voilà sur ces premières considérations historiques qu'on pouvait faire par rapport à cette mise à jour. Sandrine, tu as activé ton micro, vas-y. Tu veux intervenir sans doute. Non, c'est une erreur parce que je me suis déconnectée et reconnectée. J'ai un problème de réseau. D'accord. 1000 excuses. Okay. Pas de problème. Donc voilà. Donc est-ce que jusque-là vous auriez une réaction, une question? Aviez-vous conscience justement de cette connexion entre les Khazars, l'éradication du Khazar du territoire justement de la Russie-Ukraine et ce qui se passe actuellement? Parce que tout ceci a un lien finalement. Je vous laisse quelques secondes pour intervenir, éventuellement lever la main. Donc, bienvenue à tous, hein, bienvenue aux plus de 100 personnes donc, présentes sur ce salon ce soir, ce Radio Pléiade donc, qui devient maintenant irrégulier, comme je l'ai annoncé. Donc, personne n'intervient, ne réagit. Donc, je continue. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question ou une remarque. Donc, on continue. Donc là, on revient en 2022, au 1er mars 2022. Des réunions urgentes entre les Pléiadiens et les hauts gradés de l'armée russe, ont eu lieu ces derniers jours avant que la guerre n'éclate. Et les Pléiadiens ont déconseillé, une opération militaire russe de grande envergure en Ukraine. De leur point de vue, les principaux objectifs pourraient être atteints par des forces russes de maintien de la paix à Lugansk et à Donetsk, et par le refus de réagir aux provocations de l'Occident soutenues par les jésuites qui veulent créer une troisième guerre mondiale pour réaliser leur prophétie de fin des temps. Alors, donc là, il y a matière à discuter. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait réagir, ça vous a fait réagir lorsque vous avez découvert cette publication, mais il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment de quoi, parce que d'abord, les Russes discutent avec les Pléiadiens et ils s'entretiennent avec les Pléiadiens avant de prendre une décision militaire grave. C'est intéressant. C'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, vous savez où les Russes rencontrent les Pléiadiens. Donc, c'est une petite montagne
au sud de l'Oural. Le nom m'échappe à l'instant où je vous parle, mais cela nous a été indiqué dans une mise à jour de situation planétaire précédente. Alors non seulement ils se parlent, donc ils parlent avec des hauts gradés, mais bon, on aurait espéré qu'ils suivent justement leurs conseils, mais apparemment ce qu'on découvre, c'est que les conseils des Pléiadiens n'étaient pas de faire une opération militaire de grande envergure en Ukraine. Alors, est-ce véritablement une opération de grande envergure en Ukraine? J'aurais tendance à dire oui, même si effectivement ce n'est pas une invasion massive du territoire ukrainien. Beaucoup pensent chez les analystes français, et notamment les plus catastrophistes, beaucoup pensent que l'objectif de Poutine est véritablement de conquérir l'intégralité du territoire de la Russie, mais d'autres observateurs bien avisés pensent au contraire que ce n'est pas l'objectif et que l'objectif qu'affiche Poutine serait bien l'objectif réel. Peut-être à quelques détails près, notamment en ce qui concerne les laboratoires d'armes biologiques dont nous reparlerons. Donc, ils ont fait une opération donc militaire plutôt de grande envergure, donc ils n'ont pas suivi les conseils des Pléiadiens, et alors que effectivement la problématique se centrait sur Lugansk et Donetsk. Alors Lugansk et Donetsk, donc ce sont et leurs oblasts respectifs, hein, ça veut dire leurs régions, hein, c'est les régions de ces villes-là. Donc en fait, ce sont des minorités russes en enclave sur un territoire ukrainien. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup d'événements, on va dire, dans l'histoire pour tenter de résoudre cette situation du Donbass, puisque c'est ce qu'on appelle aussi la situation du Donbass, une situation qui est riche économiquement, qui suscite aussi évidemment des convoitises, puisque je crois que c'est l'extraction du charbon. Il y a eu une très forte production de charbon là-bas. Enfin bon, en termes de matières premières, c'est quand même une zone stratégique. Il y a la proximité aussi de la mer Noire et de la Crimée. Et en fait, ces villes et ces régions donc de sous-minorité russe ont fait l'objet en fait de ce qu'on pourrait qualifier de génocide. Mais ça, c'est des choses dont finalement on n'en a pas entendu parler ou très très peu dans nos médias occidentaux. Alors, j'ai peur de me tromper dans les chiffres, mais bon, corrigez-moi si je me trompe. Il était question justement en l'espace de 8 ans de 14 000 morts, dont des centaines d'enfants, à travers justement des incursions de ces forces armées dites néo-nazies ukrainiennes dans ces territoires pro-russes. Et c'est vrai qu'il aurait été sans doute, il aurait pu peut-être suffire de venir justement reprendre le contrôle de ces zones-là pour protéger la population civile de Lugansk et de Donetsk sans avoir besoin de faire une conquête, une reconquête ou ce qui ressemble à ça de loin de l'Ukraine. Et malheureusement, voilà, il semblerait que Poutine n'a pas suivi les bons conseils des Pléiadiens. Alors, ça appelle une remarque, parce que vous savez que dans notre milieu, spiritualité et divulgation, on s'intéresse beaucoup à Poutine, on s'est beaucoup intéressé aussi à Q, on s'est beaucoup intéressé à Trump, et on a tendance toujours, hein, vous connaissez mon discours, à considérer que le sauveur, c'est les autres, quoi. C'est l'alliance, ils ont le pouvoir, ils ont les militaires, ils ont l'armement, ils ont les technologies secrètes. Mais en fait, la clé, encore une fois, hein, la clé de la sortie de Matrice, c'est nous, c'est pas Poutine, c'est pas Trump. Trump n'a pas sauvé le monde, Trump n'a pas éradiqué la pédophilie de ce monde, Trump n'a pas repris les rênes du pouvoir, et Poutine se trompe, et Poutine fait des conneries. Parlons franc. En tout cas, voilà, c'est ce que prétend Cobra, et je pense que c'est intéressant de prendre conscience de ça, parce que finalement, vous avez plus de pouvoir que Poutine dans votre capacité à incarner la lumière et je dirais les fréquences les plus élevées qui soient. Plus on va incarner des fréquences élevées, plus on aura de puissance. Et c'est vraiment ça qui est attendu justement pour le déclenchement de l'événement. Donc nous sommes attendus. Ce n'est pas Poutine qui est attendu, ce n'est pas Trump, ce n'est pas je ne sais quelle faction secrète, c'est nous qui sommes attendus. Il faut bien en avoir conscience. Sandrine, Eric, est-ce que vous souhaitiez réagir jusqu'à présent par rapport à ça? Je trouve que c'est une très bonne.
très bonne synthèse pour l'instant. Alors, est-ce que ça serait bien de parler un petit peu des cachards qui sont quand même, qui n'existent pas dans l'histoire du monde de manière exotérique? Est-ce que ça serait bien d'expliquer un peu plus qui ils sont vraiment? Je ne sais pas. Est-ce que tu es en capacité d'en parler? Non, je pense que tu es vraiment le plus grand connaisseur dans ce domaine. Mais est-ce que les gens qui écoutent l'émission ont une idée des cachards, de qui ils sont, d'où ils viennent, de leurs objectifs et pourquoi ils font autant de bazar actuellement sur la planète? Ça, je ne sais pas, mais peut-être que oui, peut-être qu'ils sont très informés. Ce que j'ai Alors, moi je dis Khazar, je dis pas Cachard ou Kajar, moi je dis Khazar, mais peu importe la prononciation. Alors on va revenir là-dessus, on va en parler. Mais avant cela, moi j'aurais quand même voulu parler justement des accords de Minsk, qui sont beaucoup plus proches de nous, qui sont beaucoup plus tangibles et qui expliquent beaucoup de choses et sur lesquels aussi les médias occidentaux que les médias occidentaux occultent en réalité, parce que les accords de Minsk, en fait, sont la matérialisation de la culpabilité de l'Occident dans cette guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez me dire, mais comment on peut être coupable? C'est Poutine qui a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Oui. Mais pourquoi a-t-il pris la décision d'envahir l'Ukraine? Parce que, donc, si on considère que Poutine dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, il envahit l'Ukraine pour deux raisons principales. Pour démilitariser l'Ukraine, puisqu'il y a eu une militarisation à outrance de l'Ukraine et avec des conséquences, donc on en a parlé tout à l'heure, donc sur les minorités russes, mais aussi un armement de l'Ukraine potentiellement contre la Russie, une menace contre la Russie. Donc invasion de l'Ukraine pour démilitariser l'Ukraine et invasion de l'Ukraine pour éradiquer ces milices néo-nazis qui sont responsables de crimes contre l'humanité malgré le soutien qu'elles ont obtenu justement de l'État ukrainien au plus haut niveau. Donc, cet objectif semble plutôt louable, sachant que les Russes ont pris l'engagement de ne pas s'attaquer aux populations civiles. Et j'attire votre attention que lorsque d'ailleurs dans nos médias mainstream, on nous parle de bombardement, on ne précise jamais qui bombarde quoi. Et nos médias surfent sur l'ambiguïté et vous verrez que si bombardement il y a, lorsqu'on entend des voix qui ne viennent pas justement de nos médias dominants, on entend plutôt de bombardements des Ukrainiens sur notamment les minorités russes et ça continue en ce moment du côté donc Donetsk, Lugansk, Mariupol, là où se trouvent justement ces fameuses milices néo-nazis. Donc alors il y a eu bien sûr ils ont fait une extinction de la tour de télévision de Kiev, puisque comme vous le savez, toute guerre est une guerre avant tout de désinformation. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les Russes aient descendu la tour de télévision de Kiev. Ceci dit, il n'y a pas de bombardement des populations civiles. Et lorsqu'on vous dit que les Russes bombardent les civils ou des villes, intéressez-vous aux détails. Et je vous signale au passage que les médias mainstream ne donnent jamais leurs sources. Bref, fin de la parenthèse. Donc revenons aux accords de Minsk. Alors les accords de Minsk, bon, je ne saurais pas vous raconter l'histoire dans le détail, hein, mais disons qu'il y a des gens qui en parlent mieux que moi, d'ailleurs des Français en Ukraine, des Français en Russie, des Français au Donbass. Vous avez des Français partout, vous voyez, c'est comme les Chinois, il y a des Français partout, et les Français sont des très bonnes sources d'informations alternatives pour savoir ce qui se passe là-bas sans le filtre et la désinformation de nos médias. Eh ben, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la question justement de ces enclaves russes dans le territoire ukrainien aurait dû être résolue depuis 2014, suite notamment aux accords de Minsk. Depuis 2014, donc ça fait 8 ans que ça dure. Donc en gros, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que Poutine a attendu 8 ans. Il a attendu 8 ans quoi? Qui? Il a attendu la France et il a attendu l'Allemagne. Vous allez me dire, mais pourquoi il a attendu la France et l'Allemagne? Qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans? C'est très simple. C'est qu'en fait, la France et l'Allemagne sont les sponsors des accords de Minsk et ils se sont engagés, je dis bien engagés, justement à résoudre cette question justement de l'Ukraine, de la paix en Ukraine, des enclaves russes en Ukraine. Ils se sont engagés à servir de sponsors, à servir de médiateurs pour trouver une résolution à cela. Et que s'est-il passé dans les faits? Dans les faits, en 8 ans,
même plus que 8 ans. Je ne sais plus de quand datent les accords de Minsk, mais en tout cas, voilà, il devait rentrer je dirais, en vigueur en 2014. Donc, depuis plus de 8 ans, nous n'avons rien fait ou pas grand-chose, si ce n'est peut-être jeter de l'huile sur le feu. Et voilà. Et ne vous fiez pas aux apparences. Emmanuel Macron n'est pas là pour la paix. Emmanuel Macron, quand il dit qu'il veut armer les Ukrainiens, vous imaginez bien que ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à la résolution d'un conflit. Quand tous les pays européens disent vouloir envoyer des armes et utiliser notre argent public pour aller tuer du Russe ou de l'Ukrainien, peu importe, je ne veux pas. Je ne donne pas mon consentement pour que l'État dont je dépends utilise mon argent pour aller tuer des vies humaines. Et ça, c'est super important. Donc, une personne qui dit prétendre servir de médiateur pour trouver une résolution au conflit et qui en même temps est prêt à financer et à armer l'un des camps, ben, vous avez compris, en fait, il fait le contraire de ce qu'il dit, contrairement à Poutine. Il dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Donc ça, c'est important. Donc voilà, les accords de Minsk, intéressez-vous aux accords de Minsk, c'est fondamental pour comprendre la situation actuelle en Ukraine. Alors, pas de réaction jusqu'à présent? Est-ce que quelqu'un aurait éventuellement, parce que je n'ai qu'une connaissance médiocre, on va dire, de la situation. Allez, vas-y Marie, non. Marie, tu peux activer ton micro, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, il y a quelque chose ça me passionne ce que vous racontez ce soir, parce que dans les informations, on entend tout et le contraire de tout. Moi, je ne regarde pas la télévision parce que vraiment, il y a quelque chose quand même qui m'a, je ne veux pas dire choqué, mais quand j'entends que les Pléiadiens ont rencontré les gouvernements, les instances gouvernementales, et qui sont venus, parce que quand même, les civilisations galactiques sont vraiment beaucoup plus évoluées que nous, les pauvres humains, je veux dire, comment ça se fait qu'ils n'ont pas écouté les conseils des Pléiadiens? Et je voulais savoir, au-delà de ça, quelles sont les conséquences que ça va avoir? Les conséquences que ça aura dépendent de nous. Vous connaissez mon discours complètement Oui, fou. oui, Hein, d'accord. voilà. Donc, au-delà de ça, étant donné le nombre de factions à la surface de la planète, positives ou négatives, je pense qu'il est difficile de tracer une ligne de temps. Par contre, moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Cobra sur le fait que les lignes de temps négatives vont s'effacer une à une progressivement. Ça, j'en suis convaincu. Ensuite, pourquoi ils n'ont pas écouté les Pléiadiens? C'est une bonne question. Mais alors, moi, je vais vous faire un petit rappel justement sur ce qui avait été dit dans une mise à jour de situation planétaire précédente, justement sur ces négociations et ces contacts entre les hauts gradés de l'armée russe et les Pléiadiens notamment. C'est que en fait, les hauts gradés de l'armée russe, en fait, ils avaient imaginé que le soutien pléiadien, finalement, il était là pour travailler pour la Russie, pour la grande Russie, pour la souveraineté de leur pays. Et puis ils ont découvert finalement avec le temps que les Pléiadiens avaient des ambitions beaucoup plus grandes que ça. Ils voulaient travailler justement sur l'enjeu planétaire et la libération planétaire. Et certains hauts gradés qui n'ont pas justement toute cette compréhension multidimensionnelle et spirituelle de cet enjeu planétaire, finalement, ont pu considérer que les Pléiadiens n'étaient pas tout à fait dans leur camp ou donnaient des conseils qui n'étaient pas les conseils optimum pour la grande Russie. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'ils se sont permis de dévier. Mais s'ils se sont permis de dévier, c'est aussi, comme le souligne Cobra, parce qu'il y a eu une influence jésuite puissante à travers des relais dans l'armée russe et des relais au niveau aussi de l'Église russe. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'ils discutent entre eux qu'il y a une osmose parfaite. Poutine aurait été en contact également avec les Pléiadiens. C'est sans doute ce qui a fait qu'il est devenu plus clair qu'autrefois. C'était un personnage très sombre par le passé, Poutine, du temps où il était agent secret, où il travaillait en Allemagne de l'Est. Je pense qu'il a fait des choses très sombres. Mais voilà, il a évolué depuis. Ceci dit, ce n'est pas le sauveur de l'humanité. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Alors, Oui, oui, est-ce que ça te satisfait, Marie? oui, 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 oui. Bah, de toute façon, il est déjà mieux que Macron, hein. Mais c'est vrai que je trouve que, enfin, moi, ça me dépasse parce que quand on fait appel à des instances galactiques, à ces êtres qui sont vraiment beaucoup plus évolués que la race humaine et qu'on n'écoute pas les conseils, ils n'ont pas non plus ces instances gouvernementales, elles n'ont pas non plus cette dimension spirituelle qu'ont les Pléiadiens. Donc, euh, je sais pas, moi ça me sidère un peu. Je veux dire, on les appelle, ils savent quand même qui ils sont, et puis au final, ils n'écoutent pas les conseils. Et je trouve ça vraiment, ouais, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et c'est bien la preuve que toute information, aussi précieuse soit-elle, sans le travail spirituel, n'est rien et ne sera pas utilisée, je dirais, à bon escient. Science, c'est aussi une autre illustration de science sans conscience n'est que ruine de l'âme, parce que Oui, justement, bah, ces militaires de haut rang n'ont pas voilà, c'est pas, ils sont pas réputés pour faire un travail spirituel sur eux-mêmes. Ils ont plein d'autres qualités, ils font plein d'autres choses, ils ont plein de connaissances, voilà, ils ont plein de diplômes, ils sont bardés de diplômes et de médailles, mais ils n'ont peut-être pas justement cette conscience de cette guerre bah oui, c'est clair. multidimensionnelle qui se joue. Voilà. Oui, tout à fait, c'est clair, ouais. Voilà. Ok, merci Donc beaucoup. merci Marie. On va donner la parole à Julien. Vas-y Julien, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tous. C'est juste Bonsoir. pour apporter une petite précision, éclaircissement au niveau physique, on va dire, des informations. Il y a la reportrice de guerre Anne-Laure Bonnel qui a bien parlé du sujet. Que tu disais que les Ukrainiens. C'est le nom qui me manquait. Ouais, c'est celle qu'on voit sur les images avec un casque bleu avec Voilà, marqué presse dessus, c'est ça? exactement. Anne-Laure Bonnel. D'accord, bah merci. BZNEL. Et alors cette Anne-Laure Bonnel, justement, donc c'est super intéressant d'aller l'écouter parce que elle vous explique quoi? Elle vous dit, bah elle est partie là-bas, elle est partie au front. C'est une jeune dame très courageuse. Elle a fait un reportage et elle a proposé son reportage aux différents médias français, notamment à France Télévisions. Et alors, à son grand étonnement, elle a reçu une fin de non-recevoir. Et elle comprenait pas parce que voilà, elle avait un reportage exceptionnel, mais en fait, ce qu'elle a compris finalement, malgré elle, voilà, c'est qu'en réalité, le problème, c'est que son reportage n'allait pas dans le sens de la désinformation ambiante, qui nous présentait le gentil ukrainien et le méchant russe, et qui montrait au contraire justement, voilà, que les Ukrainiens faisaient, enfin, des exactions terribles, étaient responsables de crimes, et que les Russes, bah, finalement, ils n'avaient pas l'air si méchants que ça. Ils protégeaient les populations civiles, ils amenaient justement. Enfin bon, je connais pas dans le détail, il faudrait que j'aille l'écouter, mais bref, ça n'allait pas du tout dans le sens de la désinformation ambiante. Et donc, finalement, son reportage, vous allez rire, il a été pris, il a été acheté par la Russie justement, mais voilà, les médias occidentaux n'en ont pas voulu. C'est bien ça, hein, Julien, je déforme pas. Oui, c'est ça. Elle a subi une grosse censure de le côté européen. Soi-disant, Amnesty International l'aurait radié. Et sa page Facebook aurait été bloquée, etc. quoi. Donc c'est vraiment radical. Ouais. Comme quoi, hein, quand vous allez dans le sens de la vérité, c'est vraiment, vous êtes écrasé. C'est terrible. Hein. Voilà, dans le plan physique, c'est d'autant plus fort dans le plan physique. Ouais. Alors il y avait une autre personne qui avait levé la main, mais je l'ai perdu de vue. Je m'en suis désolé. N'hésitez pas à relever la main. Voilà, j'ai perdu la mémoire de la personne qui avait levé la main. Ok, ben merci, merci Julien pour ces précisions. Alors, donc, Eric voulait qu'on reparle des Khazars. Alors, on va reparler des Khazars. On va reparler des Khazars. Et pour cela, en fait, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, alors, excusez-moi, je suis en train de chercher mes références. Voilà. Donc, en fait, les Khazars, on en parlait là tout à l'heure, donc, sont en fait des dracos arrivés sur la planète Terre à la fin de la période Atlante par le portail du Caucase, se réincarnant sans cesse dans des corps humains. Ok. Le portail du Caucase a également été le principal point d'entrée de la caste des esclaves et guerriers reptiliens qui sont venus sur la planète Terre dans des corps humains, blablabla. Voilà. Donc, en réalité, aujourd'hui, dans la sphère, dans la complosphère, on va dire,
il est commun de considérer que les Khazars et les peuples d'origine khazare, en fait, sont un peu le nœud du problème. Et c'est ce qu'on retrouve justement dans tout ce que l'on appelle la Kabbale, avec un C majuscule, à la surface de la planète. Rien à voir avec la Kabbale avec un K juif, hein, ça n'a rien à voir. Et donc un peuple justement qui guerrier, qui s'est attaché à éteindre autant que faire se peut justement les énergies de la déesse à la surface de la planète. Donc, bon, voilà, il y a eu je dirais, des conflits très très violents, notamment sur le territoire de la Russie-Ukraine actuelle, avant justement avant qu'ils ne soient chassés par ce roi dont je parlais tout à l'heure, le roi ou l'empereur de Kiev, je me souviens plus exactement. Donc voilà, donc l'histoire que nous vivons aujourd'hui est intimement liée à l'histoire des Khazars qui date de la fin du premier millénaire. Alors pour compléter, donc vous savez que bon, au sommet de la hiérarchie du mal, donc on trouve les chimères et les archontes. Les archontes, donc, ont commencé à supprimer l'énergie sexuelle féminine sur la planète par la violence, donc notamment à travers les Khazars, en pratiquant des viols brutaux lors de l'invasion de Kourgan il y a plus de 5000 ans. Donc c'est une histoire. Alors Kourgan, c'est une ville en Russie, mais ça représente aussi un peuple d'Asie centrale. Donc on est toujours plus ou moins, on va dire, dans la même zone géographique où les forces sombres se sont toujours attelées justement à agiter, à faire couler le sang ou à étouffer les énergies de la déesse dans cette région-là. Et donc, depuis l'invasion des Archontes au Kourgan, donc il y a plus de 5000 ans, donc ceux-ci utilisent la technologie scalaire éthérique et plasmatique pour perturber les unions sacrées. Ces perturbations sont les sources de la plupart des drames dans les relations amoureuses. Ils récoltent ensuite l'énergie psychique de ces perturbations et la canalisent donc dans le vortex de Asuna Samara. Donc ça, c'était le vortex de Syrie dont on a beaucoup parlé au moment du conflit syrien. Donc vortex qu'ils inhibent activement depuis des millénaires en créant des guerres dans la région. Et ils font la même chose avec le vortex du Caucase. C'est-à-dire que justement, ces souffrances et ces exactions justement de ces milices néo-nazis dont on parlait tout à l'heure, ces 14 000 personnes, dont ces centaines d'enfants qui ont été assassinés donc dans ces enclaves russes, c'est à proximité directe du vortex du Caucase. Et donc, ils continuent à justement donc récolter cette énergie de souffrance pour pouvoir alimenter ces vortex en énergie sombre. Et c'est aussi une des raisons occultes de pourquoi les jésuites derrière l'État russe ont poussé justement à une guerre sanglante et violente en Ukraine. Je ne sais pas si c'est à peu près ce que tu souhaitais entendre, Eric. Est-ce que toi-même tu aurais des choses à compléter? Non, c'est très très bien, c'est un très bon résumé. Il y a tout, il y a tout, c'est très bien, bravo. Alors, il y a Véran qui souhaitait parler. Véran 92, vas-y, vous avez la parole. Vous devez activer votre micro. Si vous n'avez pas appuyé sur le micro par erreur, comme ceci arrive. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je voulais revenir, vous parler des 2 éléments qui font qu'effectivement, la guerre s'est déclenchée. Et j'avais cru entendre qu'ils avaient retrouvé une porte dans le désert, qui était une quête entre finalement les Américains et les Russes, et que les Russes en avaient déjà une, et que finalement, elle se serait activée quand ils l'ont retrouvée dans le désert. Est-ce que c'est des informations que j'ai lues, mais je sais trop rien. Et je voulais Alors, savoir si vous en saviez un peu plus. Dans quel désert? On parle du territoire de l'Ukraine ou ailleurs? Oui, de l'Ukraine, oui, dans l'Ukraine, ouais. Mmh. Dans une base désertique de l'Ukraine, ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu ce genre d'informations ou pas? Non. Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est de connaître votre source, la source de votre information. Est-ce que vous connaissez la source de cette information?
Ouais, enfin, je lis tellement de choses que j'arrive plus à m'en remettre. Ouais, non, mais voilà, non, mais vous inquiétez pas, vous culpabilisez pas ça, pas pour ça. On en est tous là. On en est tous là. Ce que je sais, c'est qu'il y a le canal justement, enfin, Sfarou et compagnie, là, Esprit Libre, qui diffuse pas mal d'informations justement sur donc un peu comme Cobra sur les raisons occultes du conflit en Ukraine, mais par contre c'est en dissonance, c'est en dissonance avec les informations de Cobra. Et moi, je suis pas, j'adhère pas justement avec ce qui est dit. En tout cas, il y a des choses qui sont vraies, mais il y en a qui le sont beaucoup moins. J'en suis convaincu. Mais je sais il est fait allusion aussi aux bases souterraines. Bon, c'est évident, mais de toute façon, il y en a partout, hein. C'est évident qu'il y a des bases souterraines importantes sous le territoire de l'Ukraine. Et je pense aussi qu'il y a des objectifs secrets en lien avec ces bases souterraines. Après, Mais là, est-ce que par exemple, on sait combien il y a de portails, et de choses qui commencent à s'activer, par rapport, à la situation? donc vous parlez de portail énergétique? Non, non. Enfin, Ouais, Cobra n'a pas communiqué oui, là-dessus. puisqu'apparemment c'est une grande quête, entre les différentes forces, Ouais. qu'elles soient obscures ou qu'elles soient, bienveillantes. Ah, ouais, tout à fait. Alors, il y a Odessa. Odessa, il y a un vortex important, je sais, à Odessa. À l'origine, d'ailleurs, la ville d'Odessa a été créée par des forces positives de mémoire. Mais alors après, où se situent les vortex sur le territoire de l'Ukraine, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais il y a des enjeux énergétiques. Mais moi, je peux pas. Là, j'ai pas plus d'informations là-dessus à vous donner. Après, connectez-vous peut-être justement. Enfin, nous, on fait avec le groupe de Sandrine justement. Méditons ensemble pour la libération planétaire. Il y a donc il y a des méditations régulières qui sont faites pour la paix. Donc, on vous invite à rejoindre le groupe, hein, et à participer surtout, parce que rejoindre le groupe c'est une chose, mais participer aux méditations c'est beaucoup mieux, parce que sinon ça sert à rien d'être dans le groupe. Et il y a des méditations régulières pour la paix qui sont faites. Il y a des colonnes bouddhiques qui sont faites justement sur certaines cibles. Je ne sais pas, Sandrine, d'ailleurs, si tu veux prendre la parole par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a du boulot, il y a du travail à faire. Et quand Sandrine ou son équipe se connectent sur des lieux en particulier, ils peuvent avoir des informations. Voilà. Donc, je ne sais pas, Sandrine, qu'est-ce que... Oui, tout à fait. On fait les colonnes bouddhiques sur des cibles bien particulières et en particulier aussi les vortex. Nous revenons régulièrement sur certains vortex clés, comme Paris, comme Ljubljana, la Syrie, le Kivu, et on va bientôt faire Versailles. Eh Voilà, ben, et bien Odessa, sûr, Odessa, ça serait intéressant, je pense, de le faire. Et peut-être, est-ce que vous avez fait justement un nettoyage sur Kiev ou sur Lugansk et Donetsk, dont on parle beaucoup actuellement? sur Kiev, oui, on avait déjà fait des colonnes bouddhiques dessus. On l'avait déjà fait, ouais, Mm. sur Kiev. Ouais, Et sur l'Ukraine aussi, cet après-midi. voilà. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de Mm, mm. Sandrine, faites des propositions et effectivement, certaines personnes, lorsqu'elles font des colonnes bouddhiques, après, là, vous avez des ressentis, il y a des informations qui remontent, qui peuvent vous donner des informations. Voilà, l'information, elle n'est pas seulement à aller chercher, à aller glaner sur le web, elle est aussi dans le travail qu'on peut faire et qu'on peut aller chercher soi-même. Après, voilà, la fiabilité de l'information, c'est autre chose, mais c'est des choses qu'on peut faire par soi-même. Alors, Amy, je te donne la parole. Vas-y, Amy, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons, Amy. Sinon, je donnerai la parole à BCH, qui a également levé la main. Alors, Amy n'active pas son micro, donc je donne la parole. Non. BCH, si tu veux activer ton micro. Oui, Ah, bonsoir. Non, bonsoir. c'était tout à l'heure que j'avais appuyé, effectivement, tu n'avais pas vu. Sur les accords de Minsk, effectivement, il y a une partie des accords aussi qui concerne la russophobie, justement, et qui protège les Russes de ça, hein, comme par hasard, évidemment, c'est pas appliqué. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent par rapport à l'OTAN, parce que l'OTAN est manipulée évidemment par les Américains, donc comme l'Europe d'ailleurs. Et effectivement, le territoire de l'Ukraine peut intéresser l'OTAN, puisque c'est proche, et ça met la Russie à portée de missile, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui se lit, hein. Après, chacun fait agir son discernement.
Et puis, on parlait aussi de Poutine et des éminents militaires qui étaient en contact avec les Pléiadiens. Oui, mais on n'a pas notion du nombre et je doute que ce soit 100% des hauts militaires. Donc, du coup, Poutine, il est pas. Enfin, il n'y a pas qu'une pensée unique là-haut. Et donc, forcément, il doit faire face aussi à une force d'opposition qui pourrait aussi le destituer ou faire quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il est obligé aussi de ménager la chèvre et le chou, quoi. Voilà, c'était juste une remarque. Ouais, non, mais c'est une très bonne remarque et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent de cet aspect géopolitique et qui fait qu'effectivement, donc les va-t-en-guerre de l'OTAN, ben, finalement, le meilleur moyen justement de déclencher un conflit, c'est de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et de positionner des rampes de missiles de l'OTAN aux frontières de la Russie, bien évidemment. Et c'est ce que veut éviter Poutine. Déjà, par rapport aux pays de l'ancien pacte de Varsovie, donc l'OTAN s'est considérablement étendue vers l'Est. Une extension sur le territoire de l'Ukraine était une atteinte directe à la sécurité de la Russie. En tout cas, voilà, c'est perçu clairement comme ça par Poutine, par l'armée russe et sans doute une bonne partie de la population aussi. Donc voilà, il fallait le mentionner. Et c'est pour ça que quand Zelensky demande une adhésion à l'OTAN en urgence, qui veulent essayer justement de déroger aux règles et au calendrier pour aller le plus vite possible, c'est une provocation, c'est jeter de l'huile sur le feu. Il serait bien plus judicieux effectivement de se contenter, comme c'est d'ailleurs suggéré plus loin dans la mise à jour, d'une adhésion à l'UE, à compter que ça fasse sens, et par contre à garder justement l'Ukraine démilitarisée et en dehors de l'OTAN. Hein. L'UE n'est pas l'OTAN, on peut faire 2 territoires disjoints. L'Ukraine pourrait faire partie de l'Union européenne sans pour autant faire partie de l'OTAN. Donc voilà, c'est une menace directe à la Russie, l'extension de l'OTAN vers l'Est, et ça a été utilisé bien évidemment pour susciter ce conflit en Ukraine. Donc l'OTAN et l'Occident, a une part immense dans la génération de ce conflit en Ukraine, contrairement à ce qu'on voudrait bien reconnaître. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu des promesses qui ont été faites par le passé de ne pas étendre l'OTAN, la zone d'influence de l'OTAN au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ce que aussi conteste, enfin c'est ce que disent les Russes, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, les accords ne sont pas respectés, mais l'Occident voit ça d'un autre œil et commence à dire que non, on l'avait pas dit fermement, ou les engagements n'avaient pas été pris comme ceci ou comme cela. Enfin bref, on sent que ça ergote du côté de nos médias pour justifier le fait que ça peut être tout à fait légitime que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc voilà, on est vraiment dans une guerre de l'information terrible. Alors on a Virgile qui est là, alors qui devait faire partie de l'émission ce soir, mais qui a eu une urgence. Je vois que tu as levé la main, Virgile, notre historien. Est-ce que tu aurais éventuellement des compléments intéressants à nous apporter? Oui, bonsoir à tous, Bonsoir. ravi de vous retrouver et mes plus plates excuses pour ce méga retard. Oui, alors j'ai pris là au vol ce que tu disais, Hervé, et BCH aussi. Je suis tout à fait d'accord. Personnellement, je trouve que c'est effectivement une provocation. Et oui, cet accord dont tu parlais, Hervé, que l'OTAN n'était pas censé s'étendre, il avait été donné par la parole, et on a les vieux avances. Évidemment, ma source, c'est François Asselineau, qui lui aime bien aller chercher les dossiers et les papiers, les articles de presse, qui en avait parlé de ces accords où les Américains avaient dit aux Russes que non, l'OTAN ne s'étendrait pas, sauf qu'il n'y a jamais eu de traité qui a été signé. Et ça, les journalistes d'aujourd'hui nous le rappellent très régulièrement en disant « Ah, mais cet accord n'a jamais été signé ». Bon. Sauf que, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour la diplomatie russe, la parole donnée, ça a une certaine valeur, et l'OTAN, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été mal vu du côté russe, en tout cas. Ouais, tout à fait. Merci pour ces précisions. Voilà. Donc, elles étaient importantes à donner. Merci beaucoup, Virgile.
Alors, donc voilà où est-ce que où est-ce que nous en sommes sur les raisons de ce conflit. Alors on va continuer sur la mise à jour et puis vous pourrez intervenir à nouveau. Donc Poutine a succombé à la pression donc de certains de ses conseillers contrôlés par les jésuites. Je cite Cobra. Hein. Donc de certains de ses conseillers contrôlés par les jésuites dans l'armée russe et l'Église orthodoxe russe. Ça alors, les jésuites sont partout. Et les jésuites ont obtenu la guerre qu'ils voulaient, mais elle ne se déroulera pas comme ils l'ont prévu. Alors ça, c'est intéressant. Donc moi, quand j'ai lu ça pour la première fois, en fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Poutine va nettoyer l'Ukraine comme un rouleau compresseur? Ben non, c'est peut-être pas ça, parce que c'est pas du tout ce qui a l'air de se passer. Peut-être que, enfin voilà, on peut avoir différentes hypothèses et vous nous direz les vôtres si vous le souhaitez. Mais moi, il y a des informations qui commencent à remonter petit à petit dans les médias qui sont assez intéressantes, qui peuvent nous donner justement un indice de comment ça pourrait se passer. Et alors, je vais vous les donner, ces éléments. Ben, notamment, on constate que il commence à y avoir en fait des mutineries, notamment dans l'armée russe. Il y a eu des problèmes, d'après ce que j'ai compris, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de ravitaillement même, et peut-être que, bah, certaines personnes dans l'armée russe ont, sait-on jamais, de la famille, en Ukraine, hein. Faut le rappeler quand même, hein, les Russes et les Ukrainiens sont vraiment 2 peuples qui sont très proches et ils ont peut-être pas envie de participer à une guerre fratricide. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement d'opposition qui monte notamment dans l'armée russe et vraisemblablement aussi dans l'armée ukrainienne. Donc là, je ne parle pas forcément justement de ces factions néo-nazis qui veulent verser le sang coûte que coûte. Je parle des personnes comme vous et moi qui sont peut-être conscrits dans l'armée et qui se retrouvent justement dans ce conflit malgré eux et qui ne veulent pas entrer dans une guerre fratricide. Il y a ça. Il y a ça et puis il y a aussi un autre élément et qui a pesé dans la guerre en Afghanistan et notamment dans le retrait, tu me corrigeras Virgile d'ailleurs, le cas échéant, dans le retrait des troupes russes en Afghanistan. Mais en fait, c'est cette guerre qui a été terrible, dont les Russes étaient responsables, hein, en grande partie bien évidemment. Les Russes ont fini par se retirer après de nombreux morts côté russe et en fait, ce retrait des troupes a été énormément motivé par la pression sociale et par la pression des familles de victimes, par la pression des mères, des sœurs, des grands-mères, des frères, de tout ce que vous voulez, de tous ces Russes qui étaient partis justement au conflit en Afghanistan. Les institutions, les administrations russes étaient, comment dire, ployées sous le poids des plaintes et des demandes des babouchkas en tout genre qui se plaignaient d'avoir perdu un petit-fils justement en Afghanistan. Et ceci a pesé justement dans la fin du conflit en Afghanistan et dans le retrait des troupes russes. Et on constate que justement cette pression existe au jour d'aujourd'hui. Certains disent qu'il y a beaucoup plus de morts russes que disent officiellement les Russes. Bon, voilà, on est dans une guerre de l'info. De toute façon, tout le monde ment. Partez du principe que tout le monde ment et vous serez le plus proche de la réalité, de la vérité. Mais en réalité, il y a des morts. De toute façon, des deux côtés, il y a des morts. Et quand il y a des morts, il y a de la souffrance et il y a des familles qui sont derrière, etc., etc. Et donc ces familles, on peut compter sur la montée de conscience, la montée des énergies actuelles à la surface de la planète pour faire en sorte que justement cette contestation sociale populaire justement prenne de l'ampleur et fasse que peut-être des militaires d'un camp ou de l'autre jettent les armes. Et c'est ce qu'on constate aussi d'ailleurs côté ukrainien. Il y a de véritables abandons. Il y a des abandons d'arsenaux, il y a des abandons de chars, d'armes, de postes, des positions qui étaient tenues par l'armée ukrainienne, qui sont purement et simplement abandonnées. Des militaires ukrainiens qui rejettent leur uniforme et qui démentent porter l'uniforme ukrainien. Donc voilà, on observe des phénomènes qui pourraient faire en sorte que, au final, cette guerre ne se déroule pas comme on l'a prévu. Alors, je vais donner la parole à Catherine V13. Voilà, vas-y Catherine, tu peux prendre la parole. Catherine, nous t'écoutons. Non? Ah, on t'a perdu. Ah bon, j'ai l'impression qu'elle s'est déconnectée. Bon, d'accord, tant pis. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir à ça? Compléter?
Je peux me tromper, hein, encore une fois, hein, j'essaye de me Non, non, renseigner au non, mieux. c'est tout à fait vrai, effectivement, il y a des gens qui n'ont simplement pas envie de se battre, hein. Bon après, côté, est, je crois, si j'en crois la carte que j'avais vue, bon après c'était chez Stratpol, hein, lui il est carrément, pro-russe, mais il disait qu'il y a des villes, dans l'est, qui se disaient: «Bah non, OK les Russes vous arrivez, nous on n'a pas envie de se battre, nous tout ce qu'on veut c'est vivre normalement, donc bah merci, et voilà quoi». Ils ont pas du tout envie aucune volonté de se battre. Alors les Russes, Voilà. côté propagande, ils disent: «Oui, bah c'est une ville que la Grande Russie libère», et voilà quoi, mais bon, il y en a qui ont tout simplement pas envie, qui disent: «Non, c'est pas ma guerre, mon colonel, quoi». Mmh, tout à fait. Et alors Stratpol, oui, merci de le citer, donc c'est une source intéressante, donc c'est Oui, un Français en Russie oui, il et il fait s'appelle, Xavier Moreau, je crois, c'est un ancien officier de l'armée de l'air, il me semble, et bah, il est basé à Moscou, et il donne un bulletin. Alors, j'aime bien, c'est qu'il donne des cartes avec, des petits pions, qui sont posés dessus, et au moins pour voir où ça en est, militairement, ça reste assez intéressant. Alors lui, il dit que, c'est, victoire écrasante pour la Russie, qui a conquis, un pays, grand comme, les 2/3 de la France en 1 semaine et demie, je sais pas quoi, donc bon, pour lui, c'est très, mais enfin, ça s'entend, il est carrément pro-russe dans cette histoire, et il est absolument contre, les groupes, néo-nazis qui sont en Ukraine, et c'est pour lui, c'est pour ça que, Poutine est intervenu. Donc c'est une source qui permet d'avoir un contre-pied, quasiment absolu par rapport à ce qu'on entend dans nos médias habituels. tout à Et comme fait. disait et comme disait une autre, excuse-moi, je termine. Une autre source d'information que j'aime bien, que je trouve, assez sympa, c'est le, bonhomme de la Croix du Sud, qu'on a déjà vu tourner sur nos réseaux, heu, qui disait qu'après 2 ans de Covid et d'informations traitées comme telles par nos médias, on a tendance à se méfier de nos médias, et là, comme on voit ce qu'il dit sur la Russie, bah, lui, son premier réflexe, c'est de se dire: C'est du lard ou du cochon ce qu'il me raconte?» Donc il est allé chercher d'autres sources, et du coup, je suis allé voir aussi, et j'ai découvert Stratpol en disant: «Bon OK, lui, quand on sait qu'il est pro-russe, bah, comme tu dis Hervé, on fait travailler son discernement et on essaye de démêler le vrai du faux, bah, de chaque source, quoi». Voilà, et alors vous pouvez vous dire aussi: «Mais attendez, là on est sur Radio Pléiade, là vous nous saoulez avec la guerre en Ukraine». Mais en fait, encore une fois, hein, pourquoi on vous parle de ça? Alors d'abord parce qu'on parle de la mise à jour de Cobra qui se focalise, sur ce conflit en Ukraine, et c'est aussi pour essayer de lui donner une autre dimension, hein. On parle des Pléiadiens, on parle de vortex, on parle d'énergie, et pour que vous mobilisiez, justement parce que vous avez un rôle à jouer, quoi que vous en pensiez certains, vous avez un rôle à jouer justement dans la résolution de ce conflit, véritablement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de géopolitique et on parle de guerre aujourd'hui. On le fera pas tout le temps, mais aujourd'hui, c'est important. Alors je rappelle aussi, pour faire un trait d'union avec, la crise Covid, toute cette, tous ces mensonges autour du Covid, pendant 2 ans, et cette peur, instrumentalisée, en fait, bah, vous assistez tout simplement donc à la continuité, je pense que vous l'avez compris, à la continuité de la crise Covid. La cabale, en fait, sentait que son narratif était à bout de souffle, et le virus aussi d'ailleurs. Et donc, son narratif arrivant à bout de souffle, que faut-il faire pour continuer à faire pression énergétiquement sur la planète, et à alimenter la peur? Comment faire? Ben, rien ne vaut une bonne petite guerre avec des menaces de guerre nucléaire derrière. Bah oui, menace de guerre nucléaire sur l'Europe, hein, vous l'avez entendu. Ils ont enlevé le cache sur le bouton rouge, hein, les Russes, mais en même temps en disant qu'ils déclencheraient pas de guerre nucléaire, mais ils ont juste enlevé le cache sur le bouton. Et puis en même temps, l'OTAN aussi se prépare. Il y a des drones de combat qui patrouillent en permanence justement à la frontière de l'OTAN. Enfin, il y a un état d'alerte maximum, et c'est vrai, on nous fait peur. On nous fait peur avec une possible guerre nucléaire, et quoi de mieux pour pouvoir assurer le lien, par rapport à la fin du narratif Covid. Donc voilà, tout est lié, vous l'avez compris. La guerre en Ukraine est la suite logique pour la cabale du narratif sur le Covid.
Et donc, même pour parler astrologie, Poutine a choisi donc le moment de faiblesse maximale de l'Occident au retour de Pluton pour attaquer. Donc, il y a un lien qui vous est donné dans cette mise à jour, si vous êtes intéressé à ça, par un astrologue qui explique que voilà, que le choix de cette date pour attaquer n'était pas le fruit du hasard. Alors, il y a d'autres interprétations qui sont données en résonance avec des dates dans l'histoire de Russie, mais j'avoue que j'ai un petit peu perdu le fil de tout ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, intéressez-vous-y. Mais l'essentiel, c'est votre contribution énergétique, encore une fois. Donc, et son objectif principal, donc, à Poutine, est de démilitariser l'Ukraine pour protéger la Russie des menaces militaires immédiates, d'éliminer les biolabs dangereux et de purger l'Ukraine des éléments néo-nazis. Alors, purger l'Ukraine des éléments néo-nazis et démilitariser l'Ukraine, ça, il en a parlé ouvertement, officiellement, dans un discours à la nation, Poutine. Par contre, éliminer les biolabs dangereux, je sais pas si c'était dans son discours à la nation, je ne pense pas. Ça fait partie des informations bonus qui nous sont communiquées par le Contact Cobra, parce que figurez-vous, comme par hasard, il y avait alors une petite dizaine de laboratoires justement d'armes biologiques qui ont été créés en Ukraine, sur le territoire de l'Ukraine, pas forcément très loin d'ailleurs de la frontière russe, avec le financement des contribuables américains. Donc, et il semblerait que d'ailleurs les documents qui ont été récupérés, les cahiers de laboratoire qui ont été récupérés justement par les Russes qui ont pris ces laboratoires sont en cours d'analyse pour voir ce qui se tramait potentiellement dans ces laboratoires d'armes biologiques. Donc vous voyez bien qu'il y avait quand même des petites choses pas très claires en Ukraine. Alors, Lucie Cascou, tu souhaites prendre la parole? Vas-y, tu peux activer ton micro. Oui, j'ai entendu dire que la France venait d'envoyer 2,5 millions de doses d'iode en Ukraine. Et comme par hasard, l'iode devient très difficile à obtenir en France dans les pharmacies. Qu'en pensez-vous? Ça a été repris par BFM et par Pascal Praud sur sa chaîne. Je l'ai entendu par ailleurs, mais apparemment, oui, ça s'est bien passé. Alors, je ne sais pas si c'est une blague, mais il paraît qu'il y a aussi une recrudescence des commandes de diodes sur Internet. Peut-être que les gens confondent les diodes et l'iode, mais quoi qu'il en soit, voilà, l'iode, effectivement, en cas de catastrophe nucléaire, vous le savez, les gens d'ailleurs qui habitent à côté des centrales nucléaires, ils ont des pastilles d'iode au cas où il y a un incident pour pouvoir saturer la thyroïde en iode non radioactive pour éviter au moment de la catastrophe nucléaire que la thyroïde ne se charge en iode radioactif. Parce qu'après, voilà, ça crée des pathologies, des cancers, etc. Oui, Virgile. Oui, je confirme, hein, on en a. J'habite pas très très loin d'une centrale, donc oui. Oui, ils nous en ont envoyé parce que le plan d'urgence, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus, le rayon d'alerte avait été augmenté autour des centrales nucléaires, donc nous, on en a reçu. Chez nous. Voilà. Oui, mais quel rapport Ukraine, le rapport, il est direct. C'est-à-dire que comme on est en train de nous faire peur avec un conflit nucléaire, et en plus, la France, elle a beaucoup de centrales nucléaires. Donc, s'il y a quelque chose qui pète en France, ça peut faire aussi, par la même occasion, faire péter une centrale nucléaire, d'ailleurs. Mais bon, l'armement en soi peut être nucléaire, mais l'explosion peut aussi détruire une centrale nucléaire, dégager beaucoup de radioéléments dans l'atmosphère. Et donc, comme on travaille la peur, là, on est en train encore une fois, c'est le terreau de la peur, là, on la fait grandir tant qu'on peut. Donc, les gens réagissent à cette peur en se disant, il faut que je me prépare à ça. Donc, je commande des cachetons d'iode. Comme ça, je serai préparé. Je vais aussi faire mes réserves de pâtes, mes réserves d'eau. Je vais acheter des bouteilles de gaz parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir aussi le gaz, vu l'augmentation du prix du gaz. Donc, voilà, tout ça, ça fait partie d'une même logique. Est-ce que ça te satisfait, Lucie, comme réponse? Oui, non, mais je me suis demandé s'il y avait des fuites quelque part en Ukraine qui n'avaient pas été vraiment signalées au grand public pour qu'ils envoient d'urgence 2,5 millions de doses, c'est quand même beaucoup.
Je ne le pense pas. Donc, vous savez que la centrale de Tchernobyl, donc qui est au nord de l'Ukraine, est l'un des premiers points qui est passé sous le contrôle justement de la Russie. On a aussi beaucoup entendu parler de la plus grosse centrale nucléaire de l'Europe, Zaporizhzhny, là, je me souviens plus exactement le nom, ça ressemble à ça, qui est passé sous le contrôle de la Russie. Il semblerait que la Russie justement ait plus pour objectif de protéger ses sites sensibles plutôt que de les faire péter. Enfin, j'ai entendu, Hervé, j'ai entendu parler quand même de fuite au niveau de Tchernobyl suite à l'obsolescence du sarcophage. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'invasion russe. Hein, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et l'explosion qu'il y a eu dans la centrale, il a été aussi écrit que c'était pas la centrale qui était directement visée, mais que c'était l'installation électrique d'alimentation qui était visée. Donc c'est un local un petit peu à côté. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que Bon, après, voilà. ça a à voir avec les laboratoires biochimiques qui ont été détruits? Est-ce qu'ils ont détruit des choses qui pouvaient être radioactives? Non, non, les biolabs, en fait, ce qu'on appelle les biolabs, c'est des laboratoires dans lesquels ils élaborent des armes biologiques. Oui. Donc, c'est pas de l'arme. Voilà, c'est pas là, on n'est pas sur du nucléaire. Donc, non, l'iode n'est pas lié à ça. Mais enfin voilà, bon, moi je suis. Soyons attentifs. Et effectivement, moi je pense que ça participe à la culture de la peur. Alors, je vais faire une petite remarque encore, puisque c'est quand même aussi la vocation de Radio Pléiade. C'est bien de parler de géopolitique, mais il faut parler aussi de ce qu'on peut faire derrière. Nous, dès qu'on a eu connaissance justement des menaces qui pesaient sur cette plus grosse centrale nucléaire d'Europe, donc à Zaporizhzhny ou quelque chose dans le genre, eh bien, on a fait des colonnes bouddhiques. Et on a fait des méditations focalisées sur cette cible. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Si vous entendez quelque part qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un péril sur un lieu en particulier, vous faites des méditations sur ce lieu pour, autant que faire se peut, arranger la situation. Et nous, on organise des méditations donc avec le groupe de Sandrine. Vous pouvez encore une fois rejoindre le groupe de Sandrine si vous voulez le faire en groupe, mais c'est super important. Donc voilà. Alors, il y a Cindy qui souhaite prendre la parole. Vas-y, Cindy, tu souhaitais compléter par rapport à ça, peut-être? En fait, c'est juste pour rassurer les gens, en fait, un petit rappel, Cobra, dans sa mise à jour de janvier 2022 à propos de nucléaire, avait dit que les Pléiadiens ont communiqué que l'escalade nucléaire ne sera pas autorisée et que tous les missiles seront interceptés. Mais évidemment, ils demandent toujours aux gens de méditer pour la paix entre la Russie et l'OTAN afin d'éviter toute violence inutile et toute escalade inutile. Donc les Pléiadiens sont aussi là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de cataclysme ou qu'on utilise le nucléaire à mauvais escient. Et bien sûr, les Pléiadiens, on peut se douter qu'ils sont aussi en lien avec les militaires positifs et l'armée russe pour aider à démanteler certaines armes exotiques ou les biolabs avec des substances, on va dire, dangereuses. Voilà, c'était juste pour rassurer un petit peu avec ce rappel. Voilà. Ouais, merci Cindy, c'est très pertinent, tu fais bien d'en parler. Et donc moi, du coup, je complète encore par rapport à ça, c'est-à-dire que en réalité, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il y a des millions de vaisseaux aujourd'hui autour de la planète Terre qui sont prêts à intervenir. Et donc, effectivement, il a été dit qu'ils interviendraient, ils ne laisseraient pas une escalade militaire, une destruction de la planète ou un conflit nucléaire, ils ne laisseraient pas se faire. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans une autre émission. Donc, sachez qu'en général, tous les sites nucléaires, qu'ils soient civils ou militaires, sont toujours associés à des apparitions d'OVNI. Parce que justement, les galactiques surveillent de très près les installations militaires nucléaires et les installations civiles nucléaires. Et vous avez, si vous souhaitez approfondir cette question, vous avez une très bonne émission là-dessus, une conférence sur le site Lève le voile sur l'association entre les sites nucléaires et les ovnis. Donc, ils sont là. Ils veillent sur nous et s'ils n'interviennent pas directement, c'est sans doute parce que il y a encore des problématiques avec les bombes Toplet ou que les conditions ne sont pas tout à fait remplies. Alors bon, les bombes Toplet, on va pas revenir là-dessus. Ça, c'est pas de la technologie humaine, c'est de la technologie extraterrestre, on va dire ça comme ça. Et c'est pour éviter justement une destruction massive. Mais s'il y avait un risque immédiat de destruction massive, ils sont tout à fait en capacité d'intervenir et d'intercepter tous les
les missiles intercontinentaux, vous savez, les Satan 2 dont on parle avec 12 ogives nucléaires ou je ne sais quoi, ils sont tout à fait en capacité de les intercepter. Donc, n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. C'est un message très, très important, mais focalisez justement votre énergie sur le nettoyage énergétique, sur votre guérison et sur ce que vous pouvez faire à travers ces colonnes boutiques ou ces rendez-vous que l'on fait régulièrement pour la paix, pour méditer pour la paix. Voilà. Alors, je vois, il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, donc on continue. Donc, il existe Si, moi, je voulais juste Oui. rajouter un petit truc, juste point de vue technique pour rassurer aussi, entre guillemets. Bon, j'ai appris ça auprès de Xavier Moreau sur Stratpol, qui disait que d'après le nouveau protocole nucléaire russe, le stade 1, c'est pour tenir prêt à lancer non pas des têtes nucléaires, mais les nouveaux missiles qui ne sont pas nucléaires et qui vont jusqu'à Mach 10. Voilà, pour ceux qui voulaient un peu de technique. C'était juste la petite précision d'armement. Ouais, et pour ceux qui aiment la technique et la science, bah, vous allez écouter Jean-Pierre Petit. C'est un grand spécialiste de l'armement et notamment de l'armement russe. Et il pourra vous expliquer comment on peut fabriquer justement des missiles qui vont à Mach 10, donc hypersoniques. Là, Mach 10, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 10 fois la vitesse du son. C'est quelque chose, c'est une vitesse fabuleuse, extraordinaire. Et on sait que les Russes, justement, ont des technologies militaires qui sont très puissantes. Et c'est aussi pour ça que l'OTAN s'amuse à faire les gros bras face à la population civile, parce qu'une guerre se gagne justement par la désinformation, mais qu'en réalité, ils savent très bien que les Russes ont un armement qui est redoutable. Donc, merci également, Virgile, de préciser ce point. C'est très pertinent sur un plan géopolitique. Alors, il existe, on continue, il existe en Ukraine de nombreuses factions à forte inclinaison néo-nazie qui ont commis des crimes lourds, souvent avec l'approbation tacite du gouvernement ukrainien. Donc, vous avez des liens qui sont donnés dans la mise à jour. Allez les consulter donc sur le bataillon Azov, sur le bataillon Haïdar, sur ce qu'ils appellent, Right Sector, c'est-à-dire, c'est un parti de droite. Alors, vous savez, Wikipédia ne sont pas réputés pour être complotistes, hein. Ils sont même plutôt là en général pour débunker un petit peu tout et n'importe quoi, voire mettre en avant justement la pensée dominante pour effacer toute pensée dissidente. Mais si vous allez vous renseigner sur Wikipédia sur le bataillon Azov, le bataillon Haïdar, vous verrez bien que ce ne sont pas des chimères au sens, cette fois-ci au sens commun du terme. Ce ne sont pas des chimères et il serait intéressant justement que nos journalistes s'intéressent un peu plus à cela plutôt que de tourner en dérision le président Poutine lorsqu'il parle justement d'éradiquer les néo-nazis de l'Ukraine. Et ils ont effectivement commis des crimes très lourds. Et d'ailleurs, si vous allez voir, alors c'est le bataillon Azov. Intéressez-vous au logo, donc le blason, le logo du bataillon Azov. C'est très exactement un logo nazi qui était utilisé par une Panzer-Division, par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on peut toujours nier la filiation, mais en tout cas, le logo ne laisse aucun doute par rapport à la filiation nazie. Donc voilà, je vous recommande de vous intéresser à ceci, au cas où vous auriez des doutes. Et ce qui dissipe tout doute, c'est qu'il y a aussi des photos où ils ont carrément des drapeaux avec des croix gammées, hein. Que ce soit le bataillon Azov Exactement. ou Hector, ils en sont fiers, hein. Enfin, eux, hein, c'est pas les Ukrainiens, c'est cette partie militaire-là qui sont clairement néo-nazis. Tout à fait. Ce serait intéressant d'en connaître la genèse, de comprendre par qui ils ont été financés. Suivez mon regard. Si vous comprenez un petit peu la géopolitique et comment tout ceci s'est passé, je pense que vous pouvez vous imaginer d'où vient l'argent pour les former et les financer. Mais voilà, je ne citerai pas de nom sans preuve tangible. Donc, les jésuites influencent l'Ukraine avec leur mandataire sioniste. Alors là, on part encore dans un autre registre. Allez découvrir, si vous le souhaitez, le lien qui est donné aussi par Cobra. Vous pouvez aussi aller sur, c'est un site que je recommande pas habituellement, mais bon, il y a des choses intéressantes. C'est Égalité et Réconciliation. Je crois qu'il parle de cette problématique
politique, de mandataires sionistes. Mais voilà, bon, égalité et réconciliation, vous le savez, hein, c'est du gatekeeping, j'en ai parlé, c'est-à-dire que c'est un moyen justement de décrédibiliser la dissidence. Mais ceci dit, il y a des articles très intéressants sur égalité et réconciliation. Donc voilà. Ensuite, donc des sources ont confirmé que l'armée russe n'attaque pas les civils dans cette guerre et qu'il y a beaucoup de désinformation propagée par les médias occidentaux. Bon, je pense qu'on a compris, hein, avec le Covid, ça a fonctionné à fond les ballons. Et ben ça continue avec la guerre en Ukraine. Et on n'a pas parlé jusqu'à présent de la censure de Russia Today et de Sputnik News, que nous pouvons regretter, parce que il est intéressant aussi de mentionner qu'il y a eu un véritable génocide qui a été fait au Yémen, notamment par l'Arabie Saoudite, le bombardement des populations civiles, alors qu'il n'y a pas de bombardement de populations civiles en Ukraine, enfin peut-être par les Ukrainiens, mais par les Russes, moi j'ai pas eu connaissance de ça, jusqu'à preuve du contraire. Mais en tout cas, l'Arabie Saoudite, pendant des années, a bombardé le Yémen, enfin c'était une véritable catastrophe humanitaire. Tout le monde s'en foutait. Et on n'a pas interdit pour autant les chaînes d'Arabie Saoudite suite à ce génocide qui a été pratiqué au Yémen. Donc vous comprenez bien que le choix qui est fait aujourd'hui de censurer Russia Today et Sputnik News n'est bien évidemment pas lié à la guerre, c'est un prétexte. Et il faut bien voir que derrière ce prétexte, il y a un autre élément de la guerre de l'information qui est très très important, et ça c'est important de le comprendre, c'est pas juste lié à la guerre, c'est que les médias russes jouent le jeu de la désinformation, et ceci depuis plusieurs années. En fait, j'ai écrit un article en 2016 sur le sujet, où je disais que justement, il était très intéressant en 2016, l'Union européenne menaçait de censurer dans l'Union européenne les médias russes, et notamment Russia Today et Sputnik News. Donc, ce n'est pas un dossier qui date d'hier. Peut-être que vous le découvrez aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il est vieux. Et pour cause, c'est parce que les Russes ont toujours participé à la divulgation, et notamment la divulgation OVNI. Et il a été dit, alors je ne sais pas si c'est dans cette publication ou une autre, que justement les Russes n'hésiteront pas à sortir des dossiers brûlants, peut-être concernant les Clinton ou autres, justement dans le cas où la situation pourrait dégénérer. Et donc, à titre préventif, l'Union européenne et la cabale de l'Union européenne a bien conscience de cela, et c'est pour ça qu'à titre préventif, ils ont essayé de couper tout ce qui pouvait être Russia Today ou Sputnik News en Europe. Donc aujourd'hui, ça devient très compliqué, parce qu'ils ont même été censurés sur Telegram. Telegram, hein, c'est russe, bah oui. Mais figurez-vous que c'est même censuré sur Telegram. Vous n'avez plus accès au site internet, vous n'avez plus accès à l'appli mobile Sputnik ou Russia Today, vous n'avez plus accès à rien. Le seul moyen maintenant d'avoir accès à cette source d'information qui reste très intéressante, car quand il y a un conflit, il faut toujours écouter les deux parties en présence. Hein, la censure est parfaitement inacceptable. Aujourd'hui, on censure Sputnik News et Russia Today. Demain, on censurera autre chose. Donc, cette censure est parfaitement inacceptable. Et donc voilà, donc le seul moyen de pouvoir renouer avec ces médias aujourd'hui, c'est d'utiliser un VPN. Bon, voilà, ça demande de souscrire à un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès VPN pour pouvoir avoir une adresse IP qui ne sera pas une adresse IP française, et pour pouvoir accéder à ces sites-là. Donc c'est un peu plus compliqué, donc forcément, ils vont perdre beaucoup d'audience. Mais bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont présents sur Odyssée, par exemple. Ils ont été bien sûr censurés de YouTube, mais vous pouvez les retrouver sur Odyssée. Mais voilà, perdre le fil d'information Sputnik et Russia Today, malheureusement, c'est dommageable. Si vous le pouvez, essayez de garder le lien et gardez en tête que ce n'est pas que par rapport à la guerre, mais bien par rapport au jeu de la divulgation, par rapport à ce qui nous attend, et l'événement notamment, et la sortie de dossiers brûlants qui pourraient sortir à travers les médias russes. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Hervé, dans la guerre de l'information et des médias, là, la Russie a décrété qu'ils allaient punir pénalement, voire pire que ça, je crois, la désinformation, les fake news. Et après ça, il y a les reporters de la BBC et de CNN qui ont dû partir de Russie. C'est-à-dire que, sachant que les fake news étaient sévèrement punis par le gouvernement russe, et ils sont partis. Donc, c'est quand même bizarre. C'est parce que c'est eux les fake news.
Eh oui, c'est ça. C'est marrant en même temps. Voilà, bah, merci, hein. Merci Virgile. Donc voilà, donc des sources ont également déclaré que l'objectif de l'armée russe n'est pas de renverser Zelensky, donc le président ukrainien, et que l'armée russe se retirera dès que les objectifs stratégiques énumérés ci-dessus seront atteints, c'est-à-dire dans environ 2 semaines. Alors il était peut-être un petit peu optimiste, selon leurs estimations. Si les alliés occidentaux contrôlés par les jésuites ne parviennent pas à envenimer davantage la situation, la paix dans la région pourrait, de manière réaliste, survenir dans quelques semaines. Alors moi, j'attire encore votre attention par rapport au discours d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous les avez écoutés, mais pour moi, ce sont de véritables discours de va-t-en-guerre et qui utilisent la loi de manifestation, justement, pour faire grandir la peur et pour nous faire grandir en nous l'idée d'un conflit qui va justement se généraliser, qui va empirer, qui va s'étendre à toute l'Europe, qui va avoir des répercussions dans toute l'Europe à travers justement les pénuries d'énergie, les disettes, etc., etc. Donc faites bien attention à ce discours d'Emmanuel Macron qui vise la loi de manifestation pour que nous visualisions des choses terribles qui vont s'abattre sur nous suite à ce conflit, sachant que voilà, ça ne fait que révéler le jeu qui est joué par la cabale. Le président Poutine n'est pas du tout dans ce jeu-là. Donc, soyez bien attentifs aux discours qui sont tenus et ne vous laissez pas berner par la désinformation massive française et européenne. J'hésite plus à utiliser le terme tellement c'est massif et voilà. Mais on sait que ça ne s'arrêtera que le jour de l'événement. Voilà. De toute façon, il y a un contrôle total des médias principaux par la cabale et de toute façon, cette désinformation massive ne pourra s'arrêter que au moment de l'événement et des arrestations massives. Donc, il y a des pourparlers de paix. Ok, bon, là, ça a beaucoup avancé depuis. Et alors, des sources positives donc, ont rédigé une proposition de paix qui pourrait fonctionner si les personnes des deux camps font preuve de bon sens et sont disposées à trouver un compromis rationnel. Le personnel diplomatique qui lit ces lignes peut transmettre cette proposition aux parties concernées. Alors, je ne sais pas si vous avez lu justement cette proposition, mais enfin, j'ai envie de dire que même moi, qui ne suis pas la géopolitique de près, qui ne fait pas partie d'aucun gouvernement, voilà, bref, je ne suis pas plongé dans cet univers géopolitique. En le lisant, je me dis, c'est le bon sens absolu et c'est sans doute peut-être la seule issue, enfin l'issue la plus positive qui puisse être trouvée à ce conflit. Donc, je vais vous le lire. Donc, je cite, l'Ukraine peut être acceptée dans l'Union européenne et Zelensky rester en tant que président légitimement élu, mais l'Ukraine doit rester hors de l'OTAN pour toujours, rester militairement neutre, comme la Suisse, et toute aide militaire étrangère à l'Ukraine doit cesser, conformément aux garanties de 1990 de l'OTAN de non-expansion à l'Est, ce dont nous parlions tout à l'heure. Je continue la citation. Le gouvernement ukrainien doit interdire et criminaliser toutes les organisations néo-nazies sur son territoire et les droits de la minorité russe en Ukraine doivent être respectés. La Crimée doit être reconnue internationalement comme faisant partie du territoire russe, conformément au référendum de 2014 sur le statut de la Crimée. On oublie d'en parler justement de ce référendum régulièrement. Donetsk, territoire, donc territorialement tout l'oblast de Donetsk, donc toute la région, et Lugansk, territorialement tout l'oblast de Lugansk, doivent être reconnus internationalement comme des pays indépendants souverains, conformément au référendum de 2014 sur le statut du Donbass. Dès que les conditions ci-dessus seront remplies, tous les militaires russes devront quitter immédiatement le reste du territoire ukrainien. Dès que cela sera fait, toutes les sanctions internationales contre la Russie devront être annulées et les relations internationales normales reprises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça coule de source. C'est tellement évident. Et jeter de l'huile sur le feu en disant non, non, il faut que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou non, non, il faut que on ne veut pas de l'indépendance de Donetsk et de Lugansk pour pouvoir continuer justement à se battre contre. Enfin, tout ça, c'est jeter de l'huile sur le feu. Ou envoyer des armes ou je ne sais quoi. Il faut arrêter. C'est le bon sens. Est-ce que ce bon sens pourra prévaloir? Je ne sais pas. Méditons autant que faire se peut.
puisque nous connaissons notre puissance, nous connaissons notre pouvoir. Nous avons fait une émission justement sur notre puissance. Je vous y renvoie, une émission Radio Pléiade. Nous avons une puissance phénoménale. Utilisons-la à bon escient. Alors, je ne vois pas de main qui se lève. N'hésitez pas à interagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette proposition de paix entre nous, même si ce n'est pas nous qui décidons, nous avons le droit, on a le droit justement de faire fonctionner son pouvoir de manifestation. Alors, il y a Clémy qui souhaitait prendre la parole. Oui, c'est pas mal, sauf pour une chose, c'est que personnellement, je trouve pas aucun intérêt à ce que l'Ukraine fasse partie de l'Europe. On est déjà d'abord beaucoup trop nombreux. Bon, c'est vrai aussi que je serais assez d'accord pour un Frexit. Alors, donc, voilà. Alors, je pense que, je suis un peu d'accord avec vous. En plus, en termes de niveau de vie, ça va poser des problèmes, hein, encore une fois, l'intégration à l'UE de l'Ukraine. Mais là, je pense que c'est dans la recherche du compromis. C'est-à-dire que pour éviter que l'OTAN ne vienne aux frontières de la Russie, on est prêt à, c'est ça que ça veut dire, on est prêt à accepter par compromis que Zelensky reste, même si c'est un agent des États-Unis et de l'OTAN, et on est prêt à accepter que l'Union européenne s'étende à l'Ukraine. C'est dans la recherche du compromis. Mais est-ce qu'il y a une véritable logique territoriale? Est-ce qu'il y a une véritable logique économique, humaine? Ça, c'est des questions qu'il faudrait approfondir. Mais je suis d'accord. Oui, mais le problème, c'est que de toute façon, l'Europe telle qu'elle est dirigée aujourd'hui est déjà soumise à l'OTAN. Donc, voilà, faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe, c'est déjà l'accepter dans l'OTAN. Et c'est pour ça que nous disons sans cesse que de toute façon, la seule échappatoire, c'est l'événement et l'arrestation massive de la cabale, car ils vont continuer à agiter le chiffon rouge, ils vont continuer à jeter de l'huile sur le feu tant qu'ils seront présents. Donc on est bien d'accord que de toute façon, la situation actuelle, c'est pas non plus, c'est pas voilà, l'Union européenne. C'est un instrument de la cabale, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a Cessé qui souhaitait parler. Vas-y, tu peux activer ton micro. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ce sont les États-Unis qui, derrière tout ça, manipulent quand même l'OTAN, l'Europe. Les États-Unis veulent, enfin, j'ai l'impression, en tous les cas, et c'est d'après ce que je lis aussi, ce sont les États-Unis qui cherchent à avoir la guerre en Europe et contre l'Ukraine. Alors, nous, on dit pas ça. C'est pas le discours qu'on tient. Nous, on dit c'est la cabale, au sens large du terme. Les États-Unis, effectivement, c'est un bras armé et puissant de la cabale. On est bien d'accord. Et Biden, c'est pas un cadeau. On est bien d'accord. Mais en réalité, voilà, c'est toujours pareil. Il faut faire attention. La cabale, en fait, elle est présente partout. Et partout dans le monde, mais les États-Unis, en le sens le peuple états-unien, c'est pas lui qui veut étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de l'Ukraine. Lui, il s'en fout. Il veut continuer à manger ses pop-corn et à aller voir des films. C'est pas son désir. Donc effectivement, c'est l'État profond, c'est la cabale, etc. Mais oui, ils jouent un rôle principal. Les États-Unis, on est bien d'accord. Hein. Dans le casting, oui, c'est ça. c'est En fait, moi, là, je parle pour quelqu'un qui connaît pas la cabale ou en tous les cas qui ne lit, qui ne voit les actualités qu'à travers la télé, quoi. C'est quand même, enfin, c'est ce qu'on ressent quand on regarde que les informations via la télé, via les médias. C'est quand même plus les États-Unis qui poussent à travers l'OTAN, hein, mais qui poussent à cette guerre-là. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après. Peut-être que j'ai tort, mais quelqu'un qui est pas du tout au fait de la cabale et tout ça, ou en tous les cas, ça, pour lui, c'est plutôt un complot et que ça n'existe pas. C'est plutôt comme ça que ça ressort, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Tout à fait, absolument, absolument. Ok. Vas-y, Virgile. Oui, effectivement, même d'un point de vue prosaïque et de réel politique, pour les États-Unis, c'est affaiblir la Russie que d'encourager cette guerre-là. Parce qu'il va y avoir les sanctions, tout ça, donc c'est censé affaiblir la Russie économiquement.
Et plus de gaz russe pour l'Europe. L'Europe a bien besoin de gaz. Les États-Unis, ils en ont à vendre qui est beaucoup plus cher parce que ils ont leurs énergies. Je sais plus, c'est que le gaz de schiste, je crois, qu'ils veulent nous vendre aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça, mais qui est beaucoup plus cher et de toute façon, il y a Oui, très peu de c'est ça. réserves de gaz de schiste en réalité. C'est ça. Et donc, oui, on est obligé de se tourner vers d'autres fournisseurs que la Russie qui nous faisait un prix qui était celui qu'il était, quoi. Mais là, c'est encore plus cher. Tout à fait. Alors justement, les sanctions économiques, parlons-en. Les sanctions économiques, vous en avez entendu parler, mais vous avez sans doute aussi commencé à entendre le fait que les sanctions économiques se retournent assez souvent justement contre ceux qui les instaurent. Tiens, on a perdu Eric. Tu voulais pas venir nous parler de moteurs de fusée, Eric? Puisque les Russes, en fait, vous le saviez peut-être pas, mais les Russes sont fournisseurs de moteurs de fusée. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont dit, les Russes ont dit, écoutez, maintenant, pour faire voler vos fusées, servez-vous de balais. Ils ont refusé de les alimenter en moteur. Et le temps que les Américains retrouvent et mettent en place une telle technologie, ils sont un peu dans la mouise, on peut dire. Voilà, mais oui, vas-y. Non, mais je crois que l'Europe aussi, et le programme Ariane, non, il est dépendant aussi des moteurs russes, non? Ah oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc ça va assez loin quand même. Bon, voilà. Alors le moteur de fusée, à la limite, voilà, bon, ils peuvent effectivement suivre les conseils d'Harry Potter et essayer de voler sur des balais. Ils peuvent essayer. Moi, j'aime bien d'ailleurs parfois l'humour russe. J'en suis désolé. Des fois, justement, dans les médias censurés que sont Sputnik News et Russia Today, vous avez des belles notes d'humour qui sont assez intéressantes que vous ne pourrez pas trouver dans les médias occidentaux. Mais au-delà de ça, en fait, il y a une réalité, c'est l'énergie notamment, c'est le pétrole, c'est le gaz. Et puis il y a le blé aussi, le blé, l'augmentation terrible du blé là, avec la guerre. Donc, les sanctions économiques vont potentiellement causer des faillites au sein de l'Union européenne. Il y a des logiques financières, il y a des logiques d'intermédiaires justement de finances entre les grandes banques françaises, etc., etc. Donc il y a un jeu de dominos qui pourrait se faire et qui fait que justement ces sanctions économiques pourraient se retourner violemment contre nous. Donc il y a des économistes qui en parlent très très bien, et notamment il y a une émission qui a été faite sur Sud Radio récemment avec Charles Gave, je crois. Alors je sais pas, non, c'est pas son prénom. Oui, Je sais. c'est Charles Si, Gave. c'est Charles Gave. Oui. Voilà, Charles Gave, merci, qui justement ont fait une analyse très intéressante sur Sud Radio. Allez l'écouter, c'est super intéressant. Il nous explique que de toute façon, on va être obligé de négocier. C'est-à-dire que nous, on montre les biscottos là. En fait, c'est un petit peu le coq qui chante les pieds dans la merde, si vous voulez. C'est-à-dire que Macron, c'est le coq les pieds dans la merde. Il fait son cocorico, mais il va vite se rendre compte que s'il veut continuer à avoir du grain, il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin assez rapidement et qu'il y ait des négociations, parce que sinon ça va se retourner contre nous. Alors évidemment, le but de la cabale, c'est essayer de faire en sorte que la situation s'empire encore et toujours, mais en réalité, nous, on va recaler la ligne de temps. On va recaler la ligne de temps pour faire en sorte justement que ceci dure le moins longtemps possible et que cette situation n'empire pas. Mais en tout cas, et que ces sanctions économiques justement se retournent assez rapidement sur nous pour que ceci nous amène rapidement à la table des négociations pour arriver à potentiellement ce qui a été dit dans la proposition. Si je peux me permettre, Oui. sachant que, enfin ça me semble ainsi du moins, sachant que Macron, depuis qu'il est en place, et même avant d'être président, fait tout pour anéantir la France, enfin c'est un grand mot, mais en tout cas il enlève beaucoup de moyens à la France pour rester ce qu'elle était et pour l'affaiblir. Je ne sais pas si l'affaiblissement à cause de ces sanctions va vraiment le gêner. J'ai cette sensation que son but, avec la cabale derrière, c'est de toute façon d'appauvrir la France et d'autres pays afin que les États n'existent plus, qu'il n'y ait plus que l'Europe, et l'Europe
sera déjà l'entrée du mondialisme, sachant bien entendu que ça, c'est leur espoir, c'est ce qu'ils veulent, et que moi, j'espère bien que non, que tout ça s'arrêtera avant avec l'événement. Et alors, il y a justement une déclaration très récente de Jacques Attali que vous pouvez trouver, alors je crois qu'il est intervenu sur Europe 1, que vous pouvez trouver sur Twitter ou ailleurs, enfin partout, j'imagine, qui commence à nous prédire les pénuries, les dysfonctionnements dans la société française et européenne, les problèmes d'approvisionnement alimentaire, etc., pour ne pas dire la famine. Donc voilà, c'est effectivement, c'est leur visualisation. Vous avez raison. Mais ça ne se produira pas ainsi. Alors, par rapport justement à la situation économique, hein, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais là aussi, il faut écouter les analystes. En fait, les Russes, ils se préparent à ça depuis très longtemps. Les sanctions économiques, ils le savaient qu'il y allait avoir des sanctions économiques. Mais il faut voir que là où la France, elle est super endettée, qu'elle a une balance commerciale qui est largement déficitaire, qui a plein de points de dépendance, notamment dépendance énergétique, etc. Et ben la Russie, c'est tout le contraire. La Russie, ils ont une balance commerciale qui est excédentaire. Ils ont effacé toutes leurs dettes. Ils sont autonomes dans beaucoup de choses, en énergie, en blé, etc. Enfin bon, voilà. Donc les Russes se sont préparés à ça. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que ces sanctions vont se retourner contre la communauté européenne et peut-être même les États-Unis aussi, en espérant justement que ça se fasse, mais de façon à ce que ceci ne génère pas de chaos et qu'on arrive à une négociation, évidemment un cessez-le-feu, etc., et des négociations qui nous mettent sur une ligne de temps, que toutes les lignes de temps finalement négatives s'effacent les unes après les autres pour nous amener à l'événement. C'est vraiment ce sur quoi nous devons travailler tous autant que nous sommes. Oui, et d'ailleurs, ils étaient tellement bien préparés qu'ils se sont même défaits d'une grande partie du dollar pour payer ce qu'ils ont à payer pour les transactions. Alors, il y a un site qui est très bien, là, que suit beaucoup Cobra, qui s'appelle Hal Turner, qui parlait justement du fait qu'ils auraient adossé le rouble à l'or. Alors moi, j'ai du mal à trouver la confirmation de cette information. Non, mais c'est ça. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Oui, c'est ça. Et si c'est le cas, ça veut dire que je pense qu'on a beaucoup de soucis à se faire. Enfin, l'euro et le dollar a beaucoup de soucis à se faire. Parce que les Chinois et la Russie vont se retrouver dans à peu près la même situation, avec une monnaie potentiellement adossable à l'or. Et donc, ça veut dire que les malheureux dans l'histoire, c'est peut-être pas ceux qu'on croit. Donc voilà, attention au retour de bâton. Ça pourrait faire mal. Mais encore une fois, sécurisons la ligne de temps. Oui, Virgile, tu voulais prendre la parole. Oui, et ça, les Américains ne supportent pas les monnaies qui se remettent adossées à l'or. Qui avait voulu faire ça avant? Je crois qu'il y a eu Saddam Hussein en Irak, on a vu ce qui lui est arrivé, et Kadhafi en Libye. Exactement. Donc, ouais, ça a des conséquences, quoi. C'est ça, mais c'est ça, mais peu de gens le savent, hein, que les raisons profondes de la guerre contre Kadhafi en Libye, c'était parce que effectivement, Kadhafi voulait mettre en place une monnaie adossée à l'or, effectivement. Et Saddam Hussein, lui, c'était plus le fait que, en fait, il ne voulait plus, enfin, il voulait faire en sorte que le dollar, que le pétrole puisse être payé par d'autres monnaies que le dollar. Donc la fin du pétrodollar. Oui, pardon, exact. Donc voilà ce qui leur est arrivé par le passé. Alors après cette entrée aussi de l'or pour adosser les monnaies, ne perdez pas de vue, vous qui êtes au courant justement du reset financier positif, que ça fait partie aussi du plan des forces positives. Donc en réalité, voilà, il y a quand même la Russie et la Chine font partie de l'alliance, même s'il y a beaucoup de cabales en Russie et en Chine et qui détiennent encore les rênes du pouvoir. Mais le grand reset financier positif, justement avant la disparition totale de l'argent, avant de construire justement une société basée sur l'abondance, ce sera peut-être sur une autre planète, d'ailleurs, comme on l'a vu dans une mise à jour de situation planétaire précédente. Voilà, le fait d'adosser les monnaies à l'or et aux véritables valeurs d'un pays, ce sera sans doute peut-être quelque chose de transitoire, on verra, suivant le temps qui nous reste entre l'événement et l'évacuation. Voilà, je vous renvoie à la dernière émission qu'on a faite sur le sujet pour les curieux.
Donc voilà, donc les sanctions financières contre la Russie accéléreront le développement de systèmes de paiement alternatifs tels que le CIPS en Chine et le SPFS en Russie. Vous savez, vous avez beaucoup entendu parler du SWIFT, le système de virement interbancaire. Bah, ce système de virement interbancaire, on veut interdire les Russes, c'est pareil, ça va se retourner contre nous parce que les Russes, en réalité, bah, ils vont faire encore plus de commerce avec la Chine. On est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine au lieu de renforcer les liens justement avec cette proximité européenne. Donc bon, voilà, il y aura des conséquences par rapport à tout ça et nous ne serons pas forcément les grands gagnants de ces conséquences. Donc voilà, donc ceci affaiblira le pétrodollar déjà en déclin et revigorera l'alliance BRICS. Donc les pays de la BRICS, hein, vous connaissez, hein, c'est Brésil, donc Chine, Inde, Russie et Afrique du Sud. Voilà, c'est ça les pays de la BRICS et l'alliance BRICS. Et donc, la méditation, pour en arriver à ça, à cette conclusion évidente, finale, la méditation pour la paix en Ukraine, toutes les 4 heures, est toujours nécessaire de toute urgence. Et les forces de la lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible d'y participer. Donc, si vous le pouvez, s'il vous plaît, faites ces méditations. Faites ces méditations en solitaire ou de jour comme de nuit, ou avec le groupe de Sandrine, ou dans le groupe que vous voulez, ou créez votre propre groupe de méditation, peu importe. Mais tant que ce conflit est là, cela reste je dirais, le point d'achoppement principal avant d'aller sur une ligne de temps qui soit parfaitement positive. Donc, il faut recaler toutes ces lignes de temps que nous avons encore devant nous. Et le point principal sur lequel il faut travailler, c'est celui-là. Alors, il y a aussi les vortex, hein, il y a aussi les méditations sur les vortex. On a parlé de Santa Monica, on a parlé de Ljubljana et le troisième qui m'échappe, le Congo, voilà, je crois. Donc, oui, c'est ça, c'est le Congo. Donc, on travaille aussi sur ces vortex, bien sûr. Mais voilà, c'est super important en ces temps troubles. Et je voulais aussi refaire passer un message que j'ai fait passer, je crois, sur le groupe Victoria Luminis, qui est très important aussi. C'est qu'un jour, demain peut-être, dans quelques semaines, je ne sais pas, je ne détiens pas de secret, je précise bien, je ne détiens pas de secret. Un jour, nous allons peut-être perdre contact parce qu'il n'y aura plus de Radio Pléiade, nous serons peut-être censurés ou peut-être qu'il n'y aura plus d'Internet. Les Russes auront toujours l'Internet parce qu'ils ont fait en sorte, ils se sont aussi préparés à cela. Mais peut-être que nous, les Européens, nous n'aurons plus d'Internet et nous n'aurons plus les contacts les uns avec les autres. Donc, sachez que le moment où nous aurons perdu contact tous les uns avec les autres, possiblement, hein, je ne dis pas que c'est une certitude, l'urgence absolue sera encore et toujours d'ancrer un maximum de lumière à la surface de la planète, dans votre quotidien, dans votre comportement, dans vos méditations, dans votre engagement personnel pour la libération planétaire. Sachez-le, si vous n'avez plus d'informations, ne paniquez plus, concentrez-vous sur la lumière. Ça veut dire que nous sommes à 2 doigts de faire déborder le vase de lumière, ce que nous sommes à 2 doigts de l'événement. Donc surtout, ne vous découragez pas, n'ayez pas peur et continuez ce travail de lumière. C'est vraiment un message très, très important. Donc voilà, alors la mise à jour de situation planétaire s'arrête là. Donc la déesse veut la paix et la paix sera. Alors hein, ce n'est pas une nouvelle religion, hein, les gens des fois s'étonnent quand on parle de déesse. Hein, c'est un symbole, c'est le symbole justement de ces énergies de guérison dont nous avons besoin. Oui, Clémy. Si je peux me permettre, il faudrait peut-être arrêter de dire et la paix sera, parce que sera, c'est toujours aller vers un futur qui n'est pas là. Et peut-être qu'on pourrait dire autre chose, genre et la paix est en train de se créer, ou quelque chose dans ce sens. Parce que sera, ça sera toujours pour demain, ça ne sera jamais pour l'instant. C'est juste. C'est juste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans le déni de réalité, force est de constater que la paix n'est pas sur Terre. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut travailler sur notre loi de manifestation pour que la paix soit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invite à faire cette visualisation toutes les 4 heures. Hein, c'est vraiment toutes les 4 heures. Et dans cette visualisation, il est bien visualisé la paix, que la paix est, et non pas que la paix sera. Je ne sais pas si vous connaissez le support de méditation, mais il s'agit véritablement de visualiser à l'instant présent
cette paix universelle à toute la surface de la planète, sur toute la surface de la planète. Donc voilà, nous en sommes à 1h45 d'émission. Est-ce que vous souhaitez apporter des compléments? Est-ce que vous avez des questions, des interventions à faire? Vous avez la Alors, parole. ouais, juste un tout petit complément, mais qui va dans le sens de ce que tu disais sur les sanctions qui se retournent contre nous globalement. C'est que Visa et Mastercard, alors qu'il n'y a pas de sanctions officiellement demandées pour l'instant, ont décidé de manière unilatérale, mais ce n'est pas encore fait, ils envisagent de le faire, d'interdire en fait le fonctionnement des cartes bancaires des Russes à l'étranger et d'interdire également le fonctionnement des cartes bancaires étrangères en Russie. Voilà. Donc la date de mise en application, je ne la connais pas encore, mais ça fait partie, c'est dans les cartons. Et je ne sais pas à ce stade si il y aura un veto d'une autorité quelconque, mais j'ai l'impression que c'est un accord entre eux, simplement. Oui, Voilà. alors moi je peux pas commenter plus avant ça. J'ai vu Non, non. l'information comme toi, effectivement. Encore une fois, je pense que faudrait voir les conséquences derrière. Mais je pense que les conséquences derrière aussi, c'est que pour pour relayer une blague que j'ai vue passer récemment, vous savez, on a une ville en Bretagne qui s'appelle Roscoff. Roscoff pourrait être la ville des Ruskov. Vous savez, on appelle les Russes, on les appelle aussi les Ruskov. Et ben ça va. Le problème, c'est que si on fait ça, ben ils vont bloquer aussi. Nous, on va bloquer les cartes russes. Enfin, les les cartes russes ne fonctionneront plus en Europe, comme les Mastercard ou Visa ne fonctionnent plus en Russie. Donc les Russes ne pourront plus venir en vacances à Ruskov. Donc voilà, on va y perdre quelque part. On va y perdre sur le tourisme. Il va y avoir un impact. Bon, ce sera plus sur la Côte d'Azur qu'à Roscoff Oui. en réalité. Mais voilà, c'était histoire de faire une réponse malgré tout. C'est plus au sud, effectivement. Mais je pense aussi que ça va pousser les étrangers à quitter la Russie aussi, du coup. Oui, ah bah oui, bien sûr, et vice versa, faire en sorte que les Russes reviennent chez eux aussi. Exact, exact. Ouais, merci. Est-ce que vous avez d'autres interventions, d'autres réactions par rapport à tout Il y aura cela? une autre oui. Il y Vas-y. aura une autre conséquence très grave, c'est qu'en Russie, il y aura plus Netflix. Ah bah ça va être bon pour la planète, ça. Oui. Parce que Netflix, c'est fait pour nous laver les cerveaux, hein. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais cette plateforme, elle est arrivée sur le devant de la scène assez violemment, et pour justement occuper un maximum de temps de cerveau de l'humanité, quels que soient les pays du monde. Pendant que vous êtes devant Netflix, bah, vous ne faites pas autre chose. Vous ne lisez pas un livre, vous ne faites pas une méditation, vous ne faites pas du jardinage, vous donnez votre temps de cerveau à la cabale. Donc, faut pas l'oublier, même s'il y a des choses très, très intéressantes sur Netflix. Mais Netflix est un instrument de la cabale, faut pas l'oublier. Tu fais bien de préciser ça, ça me permet de faire passer un petit message par rapport à cette plateforme. Voilà. Alors, je sais pas, donc Coucou. voilà. Oui, Sandra. Excuse-moi d'interrompre. Je rebondis effectivement sur la petite remarque, tu sais, de Clémy sur l'audio guide pour la paix pour la Russie, l'OTAN et l'Ukraine. C'est bien à la fin, la déesse veut la paix et la paix sera, justement. Et on s'était dit avec le groupe, justement, qu'il faut manifester et la paix est. Donc on le fait systématiquement pour ceux qui y pensent. On le manifeste dans l'instant. Dans l'affirmation verbale, effectivement, c'est bien le texte, mais dans la demande de visualisation, on nous demande de visualiser justement la paix et l'abondance à la surface de la planète. Dans le travail de visualisation, il me semble. Tout à fait, oui. Donc, mais oui, mais voilà. Bon, après, rien ne vous empêche, lorsque vous écoutez l'audio guide, parce que je suis pas sûr qu'il sera refait, ça m'étonnerait d'ailleurs, rien ne vous empêche, lorsque vous êtes avec l'audio guide, de dire en vous et de manifester en vous, la déesse veut la paix et la paix est. Et vous manifestez vous-même, vous rayonnez vous-même la paix. Oui, voilà. Mais tout à fait. effectivement. C'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait, mais c'était pour pouvoir le dire à plus de personnes, puisque nous sommes nombreux ce soir à écouter.
et que tout le monde moi, je suis avec Sandrine dans ces méditations, mais tout le monde n'a pas ou le temps ou n'est pas automatiquement au courant de ça. Voilà. Oui, c'est pour ça, ils ont peut-être pas le temps, tu sais, de lire le protocole en entier. C'est pour ça qu'on le souligne. Je sais pour les débutants qui voudraient le faire. Ouais, bah merci. Donc merci d'insister là-dessus, du coup, effectivement, puisqu'on a une audience, on a presque 120 personnes, c'est important d'insister sur ce point-là. Il faut vraiment le manifester dans l'instant présent pour que ceci se matérialise, hein. C'est la loi de manifestation. Macron l'utilise, lui, pour générer la guerre. Donc nous, il faut qu'on l'utilise justement pour contrebalancer et générer la paix. Alors, est-ce que je vous laisse une dernière possibilité d'intervention ou de questions, sachant que, comme je le répète, donc il n'y aura pas d'after. Il n'y aura pas d'after ce soir, donc le salon sera fermé suite à la fin de l'enregistrement de cette émission. Donc, si vous avez une dernière question, une dernière remarque, allez-y, c'est le moment, avant de mettre un terme à cette émission. Je vois que Virgile, ton micro est allumé. Je ne sais pas si tu te prépares déjà au mot de la fin, peut-être? Ah, non, j'avais pas de mais je peux faire mon mot de la fin maintenant si tu veux, hein. Allez, vas-y, bah, je vois qu'il y a pas de main qui se lève, donc vas-y, tu peux parler. Eh beh, merci pour cette soirée. Moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, mais ça depuis, ma plus tendre enfance, faut pas exagérer, mais depuis que je suis ado, ouais, tout ce qui est, les grands échiquiers comme ça, chercher les raisons, le pourquoi, c'est quelque chose qui m'a toujours titillé et là, de pouvoir en parler avec vous ce soir, bah, je trouve ça super chouette, merci. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, et parce que bon, c'est vrai que d'habitude, on est plus Radio Pléiade que, radio, politique, Géopolitique. stratégique. Mais merci, un grand merci et bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ne nous investissons pas trop, énergétiquement non plus, dans ce suivi. Il faut savoir, discernement garder, comme tu dirais, Hervé. Et puis voilà, quoi. Merci pour cette belle soirée. Eh ben super. Eh ben merci à toi. On est bien content que tu aies pu nous rejoindre finalement, malgré les perturbations de dernière minute. À Eric et Sandrine, du coup, un petit mot de la fin, puisque aucune main ne se lève. Eh bien, une belle soirée à tous, une belle fin de soirée. Tenir la lumière, c'est le plus important. Et effectivement, comme l'a souligné Virgile et Hervé à maintes reprises, rester vraiment au-delà du plan émotionnel et de la peur, beaucoup de discernement et travailler sur soi et vraiment ancrer sa lumière. Et on va y arriver, il n'y a pas de souci. On y croit tous. On va y arriver. Vous savez que même Cobra, il dit qu'il suffirait d'un. Il suffirait peut-être d'une personne qui se connecte, je dirais, brutalement et puissamment à la lumière pour tout faire basculer. Donc c'est peut-être vous, justement, cette personne. Donc n'hésitez pas à vous connecter puissamment à cette lumière. Nous vous attendons. Eric? Oui, je suis d'accord avec Sandrine. Il faut en effet maintenir la lumière, travailler sur soi, très important, et pas sombrer à des émotions perturbatrices qui en fin de compte alimentent nos sombres dirigeants. Donc oui, rester dans la joie et puis le partage. Eh bien, merci à vous. Et n'oubliez pas donc mercredi pour les anglophones une session de dissolution des implants, donc le 9 mars. Le 16 mars, une session de dissolution des implants en français avec l'accompagnement des chambres à tachyon. Et le 26 mars, notre marathon spirituel. Ne manquez pas ce grand rendez-vous et sachez que comme nous passons en mode irrégulier sur Radio Pléiade, donc restons connectés si l'Internet le permet. Sinon, vous savez justement quelle procédure adopter au cas où nous perdions contact. Mais sinon, restons connectés pour que vous sachiez quand aura lieu une prochaine émission Radio Pléiade. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour vos interventions. Elles sont toujours très intéressantes et nous permettent justement de confronter les idées et de compléter. Donc, merci beaucoup. J'aimerais même que ça interagisse plus d'ailleurs. Il y a beaucoup de timides peut-être parmi les auditeurs, mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci aux co-animateurs. Et on vous donne rendez-vous donc à une prochaine émission sur Victoria Luminis, la victoire de la lumière.